Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de Scotch, Marketing et Domination mondiale. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour une deuxième fois nul autre que François Lambert. Alors, si vous appréciez la conversation que je vais avoir avec lui aujourd'hui, je vous recommande fortement de vous rendre au latranchée.com/22 pour écouter notre autre entrevue qu'on a réalisée environ il y a un an de ça. Une des raisons pourquoi est-ce que je l'ai réinvité sur le podcast, c'est parce que notre entrevue qu'on a eue a été une des plus populaires pour plusieurs raisons. Bien sûr, la première, c'est que François est une personne qui à lui-même est une personne très intéressante. Il y a beaucoup d'engagement sur les médias sociaux. Il provoque beaucoup de conversations. Il y a beaucoup de gens qui le suivent à cause qu'il sait comment aller chercher l'attention des gens, les provoquer et les forcer à discuter et à réfléchir sur certains enjeux qui, selon moi, sont importants. Et c'est une des raisons pourquoi je suis excessivement heureux de l'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Donc, bonjour François. Salut, merci d'être revenu sur le podcast. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai dû aimer ça si je reviens. Ben oui. Sinon, si t'aimes pas ça, tu viens plus. Donc, on va parler de la sortie de ton deuxième livre qui est sorti en novembre, je crois. Oui, qu'est-ce que j'en pense? Exactement, qui est ton opinion, en fait, sur 30 sujets, 30 enjeux québécois actuels. Oui. Et puis, première question en lien avec ton livre. Oui. Il est où le 30e? Tabarnouche. C'est gênant, maudit. Le 30e, il est dans mon ordinateur. OK. Et on ne sait pas à quel moment il a été oublié. Puis c'est un des très, très bons. Puis les gens, lorsqu'ils l'achètent puis ils me le disent, on l'envoie. Soit l'éditeur l'envoie ou moi, je l'envoie. C'était sur le domaine de la santé. C'est un sujet que j'ai travaillé très fort, qui est d'actualité. Fait que ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont pas eu, fait juste m'envoyer un email. Bon, C'est avoir une version dans la révisée, prochaine version, il va être mis dedans. C'était une erreur de l'éditeur. OK, je pensais Quand l'éditeur, à un moment donné, j'ai fait que... Il y a quelqu'un, après, qui l'a acheté, qui me dit « Il est où le 30e? » J'ai dit « 29, 0, 1. » Puis là, j'ai fait comme « Non, il part à 1, là. » Tu te sens gêné. Bon, je sais même pas comment ça, on l'a même pas vu, mais bref, il manque un chapitre, effectivement. C'est pas grand-chose. Je pensais pas que c'était une erreur, en fait. Je pensais que c'était peut-être que tu comptais l'intro. Non, c'est carrément une erreur. C'est quand même pitcher, drôle. On l'a pas remarqué. Puis je pense qu'il y a un de mes chums, après le lancement, le lendemain, il me dit « François, il est où le 30e? » J'ai dit « Eric, tu me niaises. » Ceci étant dit, le livre est super bon. J'ai lu tes deux autres d'avant. Oui. Je l'avais beaucoup aimé, mais celui-là, je l'ai particulièrement apprécié parce qu'il est très... tu sais, c'est des petits bite-sized chunks que c'est comme concret, encapsulé sur un enjeu particulier. Fait que tu peux regarder, mettons, les paradis fiscaux, c'est quelque chose qui m'intéresse, tu s'en vas directement à la page 193. C'est ça. T'as pas besoin de lire la... Bien, c'était ça qui était mon but, vraiment de prendre chacun des chapitres. Et le challenge était d'écrire en 1500 mots et que tu sois capable de comprendre l'enjeu de société et que je sois capable de te l'expliquer. C'est pas le but de faire une thèse de doctorat. C'est ça. C'est que tu sais les grandes lignes et après ça t'appartient d'aller acheter un livre juste sur la syndicalisation ou d'aller googler comme un mongol toute la nuit pour voir la syndicalisation mondiale. Je te donne beaucoup de pistes. Il y a beaucoup d'études, puis de faits, de statistiques, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dedans. C'est énorme. Honnêtement, là, ce livre-là ne devait pas exister. Et l'éditeur, qui est mon ami Alain, on est en train de parler pour écrire un livre pour les ados sur l'économie. Okay. Et bon, c'est compliqué parce que ça prend des images, puis ça prend ça. C'est sur l'économie dans le sens l'économie personnelle? L'économie, pour leur expliquer à des enfants, c'est quoi la péréquation? C'est quoi un compte de banque? C'est quoi un salaire? Mon gars, il a commencé à travailler, il savait même pas c'est quoi le mot salaire. Quand je dis c'est quoi ta paye? Non, c'est quoi ton salaire? C'est quoi? Puis bon, il était... À quel âge? Ben, il avait 16 ans, mais c'est pas, ils sont pas... Il sait c'est quoi une paye, il sait pas c'est quoi un salaire à l'heure. Ils n'ont pas de notion de ça. Et je me suis rendu compte que, autant que moi, j'en parle tout le temps chez moi, ils m'écoutent à la radio, mes gars, il y a bien des notions d'économie qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas. Ils n'apprennent pas à l'école. Donc... Mais nous, dans le temps, on avait des cours d'économie, mais ça a changé. Ça a changé, fait que, puisqu'on a vu que c'était long, puis qu'il fallait l'imprimer en Chine parce que c'était un livre qui était prêt en couleur, il a dit, François, il dit... Tu sais, t'écris souvent des statuts Facebook, ça pointe. Pourquoi quand on n'écrirait pas un livre, qu'est-ce que j'en pense, tu sais? Je dis, hey, ouais, c'est cool, tu sais, ça va être facile à faire, c'est comme un statut Facebook. Non. Tu sais, le statut Facebook, là, tu l'écris. Ouais. Ça me prend pas de temps, ça me prend 5 minutes. C'est la plupart de mes statuts. Je lis, puis à un moment donné, il y a une image
dans ma tête qui passe, je saute sur l'ordi puis j'écris. Un statut, tu peux le corriger. Tu peux interagir avec les gens pour venir peaufiner ton idée. Un livre, c'est fini, là. C'est final. Une fois que c'est imprimé. Je ne passerai pas dans chacune des maisons pour dire c'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire ça de telle façon. Fait que c'était un méchant challenge. Parce que tu veux t'assurer que ce que tu dis, tu peux te faire attaquer par la suite. Mais tu te fais attaquer sur tout. Exact. C'est un livre que 30 sujets ou 30 spécialistes de chacun des sujets me disent que je suis dans le champ parce que j'ai pas parlé assez. Puis à un moment donné, je vais comme me pogner avec un gars, j'ai dit c'est pas un doctorat, là. C'est pas une thèse de doctorat. Je t'explique pourquoi la syndicalisation, c'était bon, pourquoi ce n'est plus bon, et voici les recherches sur lesquelles je me suis basé. Et c'est la même chose avec l'auto, c'est la même chose avec la parité homme-femme. Puis la parité homme-femme, j'ai été en parlant, tout le monde en parle. Et c'était le premier sujet. Là, je me dis, c'est sûr, il veut me démolir. Je veux pas qu'on... OK, je vais t'attendre un peu. Ira là-dedans. Parce qu'on va y aller un petit peu parfait. plus C'est toi le boss, vas-y. Parce que... On va commencer par se prendre un scotch. Oui, parfait. T'es un amateur de scotch Oui, et de vin. Je suis pas tant vin, fait que je savais pas quoi acheter. Fait que j'ai pris un Dalmore Cigar Malt. Oui. Je sais pas si t'as déjà goûté. Pas celui-là. Moi non plus. Mais apparemment qu'il est vraiment bon. Fait que... Il a l'air homme. Il est marqué cigare. Cigare, fait que... T'as pas le choix. Il est mâle. Merci. Tu sais qu'il y a 3 ans, j'aimais pas le scotch. Hein? Ouais? Ben, je connaissais pas ça. Fait que, tu sais, tout le décor à me sentir, puis c'était un tourbé, puis c'est une bonne couleur, puis je savais pas ça. Puis l'éditeur, Alain, c'était un grand amateur de scotch. Cheers. Ah, c'est bon, hein? Ça goûte le cigare. Ouais. Il y a un petit cendré, cerise. Ah, c'est bon. Ouais. Puis- Fait que c'est un amateur de scotch? L'amateur de scotch, je dis, hey, François, j'aimerais ça aller prendre un cours de scotch. Tenterais-tu de venir avec moi, tu sais? Je dis, bon, on va passer du temps ensemble, tu sais. C'est 3 soirs. J'y étais, puis là, j'ai appris à apprécier le scotch. Et d'ailleurs, la semaine passée, j'étais chez eux, mais c'est comme le Porto. Ah, on a arrêté à un moment donné de prendre du Porto parce que ça nous fesse. Tu sais, tu prends un pas du vin, toi, t'es beau. Tu Moi, je trouve sens que qu'un c'est très Porto. sucré. Là. Oui, c'est ça. Puis on a arrêté de prendre du Porto mondialement. Là. La consommation de Porto, elle a diminué énormément, justement à cause des règles de conduite partout, parce que c'est rendu illégal de conduire en boisson. Là. Ouais. Fait que tu sais, tu vas prendre du vin chez des amis, tu cales pas un Porto avant de partir. Là. Fait que le scotch, ben... Mais comme dessert avec un peu de chocolat. Mais la semaine passée, j'étais justement chez Alain, on boit j'en amène une bonne bouteille de vin, là, parce que tu sais, c'est un amateur de vin, on est juste 4 à la table. Et on a la chance de goûter à des bonnes bouteilles. Et on termine ça avec du scotch. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey boy. Tu sais, la bouche a commencé à être plus molle. J'ai dit, OK, taxi, on s'en va à la maison avant que je dorme ici. Fait que, ouais, ben c'est le fun, le scotch. C'est comme j'avais fait le podcast avec Nicolas Duvernois cet été. Hey, ça fait déjà un bout, hein? Calé que ça passe vite. Puis c'était un Bourbon. C'était un 60. C'était-tu un 60 Mélo? C'est un 60 Mais je ne savais pas, j'avais pas vu dessus. Fait que là, on l'a tourné à 11h le matin. On a fini le podcast, moi, j'étais chaud. C'est sûr. Ouais. Fait qu'on on va retourner à ton livre. Oui, je te veux laisse qu'on- structurer ça parce que tu sais que je vais partir. On va partir du coq à l'âne, mais Oui. parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder. On ne fera pas les 30 au complet. Mais non. Ça serait beaucoup trop long. Ceci étant dit, la première constatation que j'ai eue en lisant ton livre, Oui. c'est que c'est un peu comme un manifeste de quelqu'un qui a des ambitions politiques. Honnêtement. Carrément. Oui. Est-ce que c'est la direction que tu voulais prendre avec ce livre-là? Ou Non, ça mais non, parce que si tu regardes, faudrait presque, si on regarde le livre, il faudrait presque que je fonde mon propre parti. Parce qu'il n'y a que rien qui colle à Il n'y ça. a rien. Je colle. Je parle contre la gestion de l'offre. Ouais. Il n'y a pas un parti qui adhère à ça, à part celui de Maxime Bernier. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas. Lui, il est ben trop à droite, moi, je suis centre-droite. Donc, je ne fit pas avec lui du tout. Les libéraux sont contre. Il y a un paquet de positions que j'ai qu'il n'y a aucun parti. Cependant, j'ai plus d'affinité avec le Parti conservateur. Définitivement. Ils m'ont approché, ils m'ont invité à Halifax donner un speech sur les finances du Canada à leur congrès. Donc, ils m'ont fait de la place pour que je sois visible. Tu sais. Mais il y a 2 semaines, ça fait longtemps que j'ai tiré la décision.
il y a 2 semaines, Alain Reyes, là, le lieutenant là, au Québec là, des conservateurs, m'a dit, puis François, là, j'ai fait comme, j'ai pas le temps. Donc, je vais encore passer mon tour. J'ai passé mon tour avec les libéraux en 2015. Je vais passer mon tour encore avec les conservateurs en 2019. Mais en même temps, tu sais, ça te donne la chance, encore une fois, de continuer à aller sonder le pouls de c'est quoi les opinions au Québec. Ben, la vraie raison, là, vas-y. puis la vraie raison, il y en a plusieurs. Un, ça me tente en maudit. C'est comme l'entrepreneuriat. Ça fait longtemps que tu regardes ça. Je le sais, je veux y aller, mais à un moment donné, avec l'entrepreneuriat, il faut que tu sois mis devant le fait accompli ou de dire, OK, il faut que j'y aille parce que ça me fatigue. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai bien réussi. Maintenant, la politique, c'est que mes enfants ont 16 ans et 18 ans. On s'entend, là, ils sont sur le bord de partir, là, tu sais. Celui de 18 ans, il reste pas 16 ans encore avec moi. Puis celui de 16 ans, ça se peut qu'il ait étudié aux États-Unis, jouer au hockey en même temps. Donc, les temps avec eux sont comptés. Ça, c'est un premier problème que j'aurais pu passer par-dessus. La vraie réalité, c'est que j'ai encore une dizaine de compagnies, dont 4-5 assez actifs. Donc, je peux pas partir en politique et les laisser de côté. Ça marche pas. J'ai planté Caroline Néron parce qu'elle a fait ça. Alexandre Taillefer a mis ses compagnies de côté pour ses ambitions politiques. Théo Taxi a pété aux frettes. Donc, à un moment donné, il faut que tu sois respectueux de tes partenaires et tu dis non, c'est quoi, m'a fini le chemin avec vous autres. Et ma décision, de toute façon, est prise. Je ne relancerai pas d'autres compagnies. À mesure qu'il y en a une qui va se vendre, j'en reprendrai pas une autre. Ça, j'ai collé ça il y a un mois. Ah, dis ça. Oui, mais là, je peux pas... un autre shiny object que tu Mais regardes. j'en ai un paquet de shiny objects. Et l'affaire, c'est que j'ai du fun. J'ai vraiment du fun. Honnêtement, là, je trippe comme un enfant à bâtir des entreprises. Moi, j'ai du fun d'aller dans un entrepôt, bâtir des boîtes. Là. J'aime ça. J'ai pas besoin de je le vois qu'à où qu'elle part, puis où qu'on va l'amener. C'est ça qui me fait triper. Donc oui, ça aurait pu être... c'est un livre qui va me hanter si je me lance en politique, avec certaines positions, mais je suis capable de les assumer, mes positions. Puis d'ailleurs, à chaque fois qu'on a essayé de me planter sur un sujet, j'emmène des arguments jusqu'à un moment donné, tu peux pas vraiment me planter. Là. Tu peux ne pas être d'accord, mais ça peut pas aller dans Tu n'arrives pas à la même conclusion parce que tes valeurs sont différentes. Mais la logique en arrière de ton raisonnement... Mais tu sais, on peut... Ben, je veux pas sauter du coq à l'âne, fait que je m'en allais parler de la parité homme-femme. Là, mais... On va y venir. Ça fait 2 fois que je viens pour y aller. Mais t'es toi le boss, fait que je te laisse Moi aussi, c'est un sujet que je veux qu'on aborde, mais... Ben écoute, pourquoi pas? On va sauter directement là-dedans. La parité homme-femme, je vais commencer par peut-être mettre un peu de contexte dans tout ça. J'ai été à un souper conférence la semaine passée, le souper du réel. C'est un événement à Québec, il y avait Serge Beauchemin d'ailleurs qui était là. Et puis, il y avait des espèces de mini-conférences pendant le souper. Il y en avait une d'ailleurs qui a été donnée par une féministe qui elle, ce qu'elle prônait, c'était la légifération du gouvernement pour obliger les conseils d'administration à avoir 50 % d'hommes versus 50 % de femmes et de mettre des lois qui obligent... c'est quoi la distinction? Tu as la parité et tu as l'égalité? Oui. Donc, qui oblige, en fait, en anglais, c'est equality of outcome. Oui. Un certain ratio homme-femme au sein des entreprises. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des positions variées là-dessus. Elle, ce qu'elle disait, c'est que moins de 5 % des femmes, des PDG des Fortune 500, que c'est des femmes, c'est quelque chose qui est aberrant, il devrait en avoir plus. Et elle, selon elle, la solution pour ça, c'est de légaliser, d'imposer des lois. J'ai lu ton chapitre hier, je trouve ça très intéressant, je suis curieux de t'entendre là-dessus, puis écoute, je te laisse aller dans la direction que tu veux. Bien, tu sais, moi, je suis complètement contre ça. Okay? Moi, j'aurais aucun problème d'avoir un conseil d'administration de 6 femmes, 1 homme, j'ai aucun problème. Moi, je ne suis que pour le talent en premier, le mérite. Et c'est la seule chose dans notre société capitaliste qui fait avancer les choses. On n'est pas un pays socialiste, ni les États-Unis. On n'est pas un pays communiste. On est un pays capitaliste. Et le capitalisme a des bons côtés et des mauvais côtés. Cependant, je vais t'expliquer quand j'ai commencé ma carrière et pourquoi j'ai décidé d'écrire un chapitre sur la parité homme-femme. Puis en partant, je le dis dans le livre, dans le chapitre, Pauline Marois, elle a été première ministre que pour une seule et unique raison, parce qu'elle était une femme. Et elle était, je m'excuse là, mais elle était tellement mauvaise qu'on l'a sacrée dehors à coups de pied dans le derrière et c'était le début de la fin du PQ après. Non seulement c'était le pire mandat d'un gouvernement des dernières décennies, c'était aussi le pire mandat
pour le PQ. Elle a perdu solide ses élections elle-même dans son comté. Elle n'était pas bonne, elle n'était pas à place, était là pour la seule et unique raison que c'est une femme. Regarde la course au Parti libéral en ce moment. Il y a Marois j'oublie son nom, je le massacre, là. Marois Rassi. En tout cas, elle dit la prochaine représentante des libéraux, chef des libéraux, il faut que ce soit une femme. C'est quoi cette façon de penser-là? C'est la plus compétente, la plus compétente. Si c'est toi, si tu vas l'être, je regarde jamais. Moi, je vois pas, là. Je vois pas de sexe, moi, quand je regarde la personne que je travaille avec. Quand j'ai commencé ma carrière au gouvernement, c'était marqué dans le premier concours que j'ai appliqué. Les femmes, les Autochtones et les minorités visibles vont passer en premier. J'ai fait comme, pardon? Moi, je suis un homme blanc de 24 ans qui étudie en analyse, en économie-finance. Il y a un poste d'économie-finance. Et on va me dire, toi, là, l'homme blanc de 24 ans, tu n'auras pas de chance d'appliquer là-dessus. En autant qu'il y a une femme qui applique dessus, t'es cuit, tu ne seras jamais choisi. Ça fait quand même longtemps là-dessus, en plus. Oui. Donc, ça n'avait aucun bon sens. C'est de la discrimination positive, là. Ouais. J'avais les qualifications, je l'ai eu, le poste. OK? Mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais été en tabarnouche, sachant que mais j'aurais pas pu rien faire. C'est pas correct, ça. Ça n'est pas correct. Je comprends qu'il y a des erreurs du passé, mais qui doit payer pour les erreurs du passé? Moi? Empêchez-moi d'aller étudier dans un domaine, là. Tu peux pas me laisser aller étudier. Si tu veux faire ça comme gouvernement, Ouais. tu ne peux pas me laisser aller étudier dans un domaine que j'aurais pas de débouché. Ou contingent à l'université. J'étudie à Hull. Mais... La seule place pour y travailler, c'est le gouvernement fédéral, là. Ouais. C'est mon seul débouché, là, à peu près. Donc, laissez-moi pas étudier dans un domaine où ce qu'on va me barrer après. Pour moi, là, puis les conseils d'administration, honnêtement, c'est non. J'en veux pas de loi. La parité, là, c'est pour donner une chance aux faibles dans toutes les sociétés. Soit qu'on favorise les hommes, favorise les femmes. Là, on est rendu qu'il faut favoriser les transgenres. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. Fait, juste pour tout le monde qui écoute, donc parité, tu veux dire qu'il y a un quota, un ratio respecté impliqué par la loi, oui, selon une discrimination, soit homme-femme, selon homme-femme, transgenre, noir, ethnique. Oui, exactement. Bon. Il ne devrait pas avoir de discrimination parce que lorsqu'on laisse on ouvre une porte à quelqu'un au nom de la parité, on est non paritaire envers un autre groupe. C'est ça la réalité. Je vais donner un exemple concret. Je ne suis pas dans le secret des dieux, là. Mais Pablo Rodriguez, qui est ministre du patrimoine libéral, Pablo a travaillé 4 ans d'arrache-pied pour faire élire Justin Trudeau. Ouais. Il était sous le terrain. Il croyait. Pablo a déjà été ministre dans le passé. Pablo, lorsque Justin Trudeau forme son gouvernement, OK, Pablo était son numéro 1 au Québec. C'est lui qui l'a traîné partout pour dire qu'il était un bon premier ministre, futur premier ministre. Bien, au nom de la parité, il a mis Mélanie Joly au patrimoine. Ouais. Pablo, il est resté député. Ce qui est dommage, c'est que tu avais 25 de femmes dans les ministres, dans les élus, puis il a mis 50-50. Oui. Fait. C'est pas correct. Et Pablo est un gars compétent qui l'a aidé, mais il a mis Mélanie Joly qui était pas compétente. Non, mais ça veut dire, la preuve, il l'a tassé. Si t'es compétent, tu restes là. C'est pas moi qui le dis, là. J'aurais pu le dire. Ça aurait été gratuit de ma part de le dire qu'elle était pas compétente comme ministre du patrimoine, alors qu'elle est encore là à son poste après 3 ans. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il était tellement pas bonne qu'il est obligé de le tasser. Il a ramené Pablo. Tu sais, on le voit, ces genres de choses-là, ces aberrations-là, ça n'a pas de sens, là. Et pour moi, c'est un non. Et je vais toujours être le premier à crier sur les toits que quand on favorise un groupe qui a été diminué dans le passé, ben on enlève des chances à notre groupe qui n'a pas mérité ça. Regarde, si on veut la parité, parfait, on va avoir la parité infirmier-infirmière. On veut la parité d'abord dans les garages. Mais les études, puis je le mentionne, les études ont prouvé puis que les femmes ont tendance à aller vers des métiers où ce que l'empathie est la qualité numéro 1. Les hommes ont tendance à aller vers des métiers, puis je dis ont tendance. Il y a des femmes qui vont aller mécaniciennes, mais les hommes ont tendance à aller vers des métiers qui sont manuels. Ouais. C'est comme ça qu'on a été
pas éduqués. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Ouais. C'est comme ça qu'on est. On a évolué d'animaux à personnes intelligentes, mais on reste des animaux à la base. Et c'est comme ça qu'on a été fait. Et on veut changer ça. Sous quel prétexte? Si on veut ça, parfait. Mais maintenant, on va dire, il n'y a plus une maudite infirmière qui va étudier. Maintenant, c'est juste des infirmiers. Les professeurs, il manque d'hommes. Il n'y a plus une femme qui a le droit de venir étudier comme professeur. Le problème avec au niveau de la gouvernance, il y a 2 contre-arguments qu'on peut donner, mettons, à la position que tu as, que je pense qu'ils ont une certaine validité. C'est le premier, lorsqu'on a un petit peu moins de compétences au bénéfice d'une diversité de points de vue, on gagne quand même au net parce que lorsqu'il y a plus de points de vue qui sont pris en compte, à la place d'avoir seulement un paradigme. Fait que ça, c'est le premier mais point. laisse-moi te contredire tout de suite. Ouais. Si la personne n'est pas compétente, puis elle fait juste amener des niaiseries comme argument. Non, mais il faut avoir les plus compétents. Mais c'est ça. C'est parce que moi, je me vois dans toutes mes entreprises, là, puis que je suis obligé de mettre des femmes. Ou je suis obligé de mettre des hommes parce que j'aurais juste des femmes. Ouais. Dans les conseils d'administration. Puis là, tu fais le tour, tu dis, ben non. Tu sais, les principes de Peter, là, le principe de Peter, c'est que tout le monde atteint son niveau d'incompétence. OK? C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas monter quelqu'un à un niveau qui n'est pas rendu, simplement parce que tu vas avoir de la parité. Ouais. Faut que le monde soit compétent. Et dans ce principe-là, c'est très simple. Hein? Dans toute entreprise, tout le monde atteint son niveau d'incompétence. Donc, puisque tout est géré par promotion, si tu étires le principe de Peter au max, à un moment donné, dans l'évolution de la compagnie, tout le monde devient compétent. Parce que si toi, tu montes comme VP, mais tu n'es pas compétent, tu gardes ton poste. Celui en dessous de toi, de mon directeur, mais il n'avait peut-être pas sa place. Donc, à un moment donné... Tout le monde est d'accord. OK, à cause que tout le monde a une promotion, mais ils sont plus capables de monter puis ils ont de la misère à rester Ben, c'est ça. On a tout notre niveau d'incompétence. C'est la première fois que j'entendais le principe. On l'a tous, le principe de Peter. Cool. C'est qu'on a tous un degré d'incompétence dans quelque chose que, à un moment donné, tu dois le savoir. Tu sais, moi, des fois, là, je me compare puis je me dis, tu sais quoi, si je vais là, je vais être un 0, mais si je vais là, je vais être un héros. Mm-hmm. Donc, tu finis par choisir tes batailles où tu vas avoir de l'air de ta crowd, là. Tu sais? Fait que... Mais... Moi, ce que je réponds habituellement à qu'est-ce qui est l'argument de je me rappelle c'est quoi le nom, la variété, là, c'est Oui. le fait qu'il y ait plusieurs points de vue, mais moi, je pense qu'en fait, ce serait pas... Je trouve que de discriminer homme-femme, c'est très, très... c'est pas comme ça qu'on devrait discriminer. Ça serait beaucoup plus selon les compétences. Fait que, selon moi, ça serait beaucoup plus gagnant pour un conseil d'administration d'avoir une personne qui est excessivement compétente en finance, l'autre en informatique, l'autre en sciences sociales, l'autre en économie. Puis la variété au niveau des champs de compétences, c'est quelque chose qui est, selon moi, plus important que la variété au niveau des sexes ou encore de la Mais tu sais, culture. je peux comprendre les femmes qui se disent, regarde, on n'a pas notre place. Et c'est vrai que dans certains conseils d'administration, c'est un boys club. OK? Ouais. C'est des vieux machos. Il n'y a pas grand monde qui ont 20 ans là, dans les conseils d'administration. Là. C'est tous des gens d'une autre génération, d'une autre mentalité. Je peux comprendre, si on regarde cet aspect-là, de dire, attends un peu, là, on va égalir ça. Mais il faut toujours se poser comme question, qu'est-ce qu'on veut faire de la société, de la compagnie sur laquelle on est le conseil d'administration? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche des différents points de vue, puis on a besoin de la vision féminine? Hey, c'est bien la vision féminine. Ouais. Honnêtement, là, un paquet de gars ensemble, là, ça fait pas un niveau de conseil intellectuel qui s'élève. Je m'excuse, là, mais je parle par expérience, là. Plus qu'on est de gars ensemble, plus le quotient intellectuel diminue. Mais ça, c'est vrai aussi pour les filles. Prends un paquet de filles ensemble. Puis... Oui. Donc, c'est vrai. Ben, puisque je suis jamais... Je peux pas être dans un groupe de filles, je fais juste me fier à ce qu'ils me disent. Je pense que oui. Mais je peux te dire qu'en gars, je te jure que peu importe le niveau des gens, le portefeuille des gens, quand tu te ramasses en gars, c'est souvent pipi caca-pète. Hein? On n'a pas besoin d'avoir 5 ans pour aller à ces niveaux-là. Là. Non, effectivement. Hein? Fait que je peux comprendre que... On se comporte mieux quand il y a des femmes autour. Ben oui. On essaie de faire attention à ce Ben oui, qu'on on dit. s'échappe à l'occasion, tu te dis, qu'est-ce que je viens de dire là? Hein? Mais l'autre, justement, je pense que ça fait un bon segue à l'autre point qui est, quand on parle de gouvernance, c'est quoi la gouvernance? C'est la gouvernance d'un peuple, right? Fait que, puis ton peuple est considéré à 50% d'hommes, 50% de femmes. Fait que, tu sais, le principe d'une démocratie représentative voudrait que chacune de ces groupes sociaux-là soit représenté adéquatement, que les intérêts de la femme soient représentés adéquatement au gouvernement. Et c'est comme si
on peut pas faire confiance à un homme pour représenter ses intérêts féminins. Là. Mais encore là, tu sais, c'est qu'il faut éduquer. Puis quand j'ai fouillé pour parler de ça, justement... c'est un sujet très sensible, j'ai trouvé. Oui. D'ailleurs, brave dans l'aborder. Oui, mais il y a une étude quand même qui a sorti. Pourquoi il n'y a pas de femmes qui se présentent en politique? Je l'ai vu, cette étude-là, c'était intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que, selon l'étude, puis là, on le voit de plus en plus, c'est que il y a 25 ans, ils n'ont pas de modèle masculin, ils n'ont pas de modèle féminin. Il n'y a personne qui est aux nouvelles. Là, maintenant, des Céline Galipo puis des Sophie Thibault, des lectrices de nouvelles, des femmes qui s'intéressent à la politique. On fait juste regarder la joute. Il y a un paquet de femmes qui s'intéressent à la politique. Donc, les jeunes filles qui ne savent pas encore dans quoi étudier voient ces femmes-là maintenant. Ils ont un modèle. Avant, le modèle qu'on avait, c'était tous des vieux croutons. Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'à 17 ans, là, tu tripes sur la politique, entendre parler des gens qui sont vieux puis qui ne comprennent rien. Qui n'ont rien à voir avec ta réalité. Qui n'ont rien à voir avec ta réalité. Là, maintenant, on la voit, cette réalité-là, et on le voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la politique. Mais il fallait aller les intéresser à la base. Ça prend des modèles d'inspiration positifs. Oui, puis on le voit que tout changement prend 1 à 2 générations. Ouais. C'est pas des changements. Si on veut la parité, ça va se travailler sur 25 à 50 ans. Et on peut prendre des actions concrètes en ce moment, mais il reste que c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut éduquer les gens, les emmener vers là et non pas l'imposer. Il faut amener les gens à s'intéresser à ces nouveaux métiers-là, mais pas l'imposer. Ça ne marche pas, l'imposer. Ça ne marche pas. Ça va marcher dans un pays socialiste, peut-être, mais à ce que je sache, on n'est pas... On veut, le Québec, les partis de gauche veulent qu'on devienne socialiste, alors que la population veut être capitaliste. Hein. C'est parce que je pense qu'on veut garder notre capacité à faire nos choix nous-mêmes. D'avoir le gouvernement qui dit « t'as pas le choix, sinon... » C'est quoi la conséquence? Si tu refuses de comply à une loi comme ça, c'est simple. Les policiers vont t'arrêter. Oui. C'est contre la loi. Puis, tu sais... Oui, mais c'est ça. Les gens ne veulent... Les gens veulent se faire dire où aller, ne veulent pas se faire dire comment y aller. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Les gens, là, vont dire, regarde, la direction est là, mais dis-moi pas où aller. Moi, prendre mon chemin. C'est bon, ça. Je veux qu'on parle d'un autre enjeu qui est souvent ramené, qui est souvent mis en commun avec ce qu'on vient de discuter, qui est la parité, l'égalité homme-femme. C'est l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on entend parler. Il y a des gens qui disent qu'on a atteint à un certain égard, que l'écart de salaire homme-femme, c'est plus nécessairement à cause d'une discrimination systémique, mais plutôt à cause de choix de vie différents. Ouais. Alors qu'il y en a qui disent que non, la discrimination systémique existe encore, puis on vit dans une société qui est menée par les hommes, puis que c'est les hommes qui ont plus de chances de réussir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bien, en partant, le gouvernement a réglé ça avec des échelles salariales, il a rattrapé. Il y avait vraiment certains jobs que les femmes avaient moins d'argent. Il y avait plus de femmes dans ces jobs-là, puis il y avait moins d'argent. Ça, c'était réglé. Maintenant, revenons. Ça, c'est simple, c'est gouvernemental, c'est syndiqué, c'est gros. On fait des règles, on regarde des multiples. Bingo, ça se règle. Mm-hmm. Maintenant, regardons la petite entreprise. Parce que là, on parle de la grande entreprise, c'est facile à régler, ça. La petite entreprise, la personne qui vient appliquer, tu as un gars et une fille. Comment le gars se comporte? OK? Bonjour François, ça va bien? Oui, merci. Bon, blabla, on s'entend. Le gars, lui, est coqué. Lui, là, il pense qu'il vaut 40, il va dire, moi, donne-moi 50 000. C'est ça la réalité. Ouais. Le gars a confiance, puis il va une coche en haut, puis dire, tu vas me donner ça. La femme, OK? Puis là, un psychologue a expliqué, moi, ce que j'ai compris des études, c'est que son niveau de sécurité, d'insécurité est plus élevé. Fait qu'elle a dit, combien tu veux me donner? Et c'est là qu'il se crée un écart. Parce que le gars, il pousse pour avoir un gros salaire. La fille va demander. Puis c'est encore là, on généralise, mais c'est pas tout le temps la même chose, là. Mm-hmm. Il y a des filles qui vont arriver et dire, gage, moi, je vais avoir ce salaire-là, puis tout ça. Mais la plupart du temps, ils vont dire, bien, combien tu penses ça vaut le poste? Bon, écoute, ça vaut 40 000. OK, je vais le prendre. Parce que la fille, elle se dit, moi, ça me prend ma job. Et je vais prouver que je suis bonne. Le gars lui dit, moi, je suis bon, puis donne-moi mon salaire tout de suite. Le gars finit par l'avoir, et la fille, elle ne fait jamais du rattrapage, parce qu'un coup que tu as une échelle salariale, tu ne peux pas en monter à un coût de 10 000 par année non plus. Ouais, fait que c'est là qu'elle se fait avoir. Et c'est encore là, c'est génétique, c'est des millions d'années, c'est un besoin de sécurité.
alors que le gars n'a pas ce besoin de sécurité-là autant. Donc, il fesse fort en arrogant. Il finit par avoir ce qu'il veut. La femme, elle l'a pas. Par son degré d'insécurité, elle dit ben, donne-moi ce que tu veux, puis je vais être content. Puis elle, dans sa tête, elle dit gars, j'ai une job maintenant, puis je vais me rattraper plus tard, puis le rattrapage, ça fait jamais. Fait que là, à un moment donné, tu te ramasses dans des petites entreprises, là. Pas besoin d'aller grand, là. Tu te ramasses dans des petites entreprises avec des disparités salariales, tout simplement. Je pense que ça serait important que ce soit au cégep, que ce soit au secondaire, peu importe, mais il faut qu'il y ait des cours sur la négociation. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de cours là-dessus. Non. J'ai étudié en communication. S'il y a bien une place que tu serais censé avoir des cours, c'est en communication sur la négociation. Oui. C'est un non-sens. J'ai lu, c'est quoi? C'est 52 lois of power negotiating, je pense. Quelque chose dans le genre. Ce livre-là, on va mettre dans les liens dans les notes du podcast. Ça a changé ma vie parce que du jour au lendemain, c'est comme si tu comprends la game dans laquelle tu as été un pion toute ta vie, puis tu fais comme « Ah, OK, là, je comprends. » Puis là, tu commences à être plus assertif parce que tu comprends que c'est un peu un jeu. Bien, c'est parce que les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent dans le même type, c'est que la vie, c'est un pitch. À toutes les fois qu'on parle, c'est parce qu'on veut vendre quelque chose. On veut vendre notre personnalité, on veut vendre notre image. On est des vendeurs, puis les gens l'oublient. Donc, faut toujours avoir un pitch de vente. Tu vas aller flirter quelqu'un au bar, un objectif derrière ta communication. Ben pas oui. juste de communiquer pour communiquer, mais de communiquer en ayant un objectif en tête. Ben oui. Tu sais, tu t'en vas au bar, tu veux rencontrer quelqu'un. Comment tu le fais? Je veux dire, tu t'envoies ta sœur, t'envoies... Non, mais je veux dire, il y a 1000 méthodes que tu peux utiliser pour... C'est certainement pas restant dans ton coin sombre en train de boire. Mais c'est certainement pas restant dans ton coin, puis... Mettons qu'elle vient te parler, tu vas te dire, ben allô, oui, puis non, t'engages. Ben c'est la même chose. Lorsqu'on vient pour appliquer, lorsqu'on vient pour n'importe quoi, il y a un pitch. C'est quoi ton élément différenciateur? La même chose que je dis en entrepreneuriat, c'est la même chose dans la vie. Là. Remplace l'entrepreneuriat par la vie, on est dans la même chose. Là. Mon deuxième livre, c'était, quand on s'était rencontrés la première fois, c'était l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. OK, enlève l'entrepreneuriat, mais la vie. La vie, c'est difficile, point. Maintenant, est-ce que c'est plate, la vie? Absolument pas. C'est difficile parce que tu as toujours des gens qui tirent la couverte de toi et bord, mais il faut que tu aies du fun là-dedans. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la même chose, mais en même temps, c'est qu'on a un produit à vendre qui est nous, en partant. Donc, lorsqu'on arrive en entrevue, c'est pas d'être coquille, c'est de raconter une histoire. Pourquoi la personne devant toi doit t'embaucher? Parce que c'est un beau CV. Ça vaut rien, un CV. Moi, j'ai jamais embauché sans un CV. Là. Ça m'intéresse pas. Tu es devant moi, là. On va parler des vraies affaires. J'ai le goût de voir, tu fites-tu dans l'équipe? Vends-moi ta salade, vends-moi toi. Et c'est à moi de décider, avec ce que tu viens de me dire, si tu es fit dans l'équipe. Ça se peut que tu sois bonne là, ou bon, mais peut-être que tu ne fitteras pas dans l'équipe. Moi, honnêtement, quelqu'un qui se présente avec un doctorat, là, je vais dire bravo. Je n'ai rien à cirer. Je peux embaucher un gars de secondaire 4. Là. La réalité, non, parce que je considère que aller au cégep ou l'université te meuble le cerveau, te fait des connexions dans les neurones qui est essentiel pour le restant de nos jours. Mais à la fin, c'est l'histoire. Moi, je veux dire, les CV, là, je veux rien savoir. Parce qu'au pire, là, si t'es pas compétent, là, quand je vais te mettre dans le poste, je vais le voir en maudit. Ouais. Quand même, t'as un bon CV, là. OK? Si on s'entend et dire, ouais, OK, puis tu me parles, c'est en se parlant, moi, le savoir tout de suite, là. On peut parler des sujets aujourd'hui, puis à la fin, on va dire, Olivier, il est bon. Puis bon, je peux très bien partir d'ici pour dire, My God, j'ai parlé pendant 1 heure, puis tellement cave, ce gars-là. ça peut arriver, je suis revenu. Ah ouais, ça. Mais, ça faire ça, good. Non, mais on a tous rencontré quelqu'un qui disait, comment il a fait pour avoir la job, il est tellement parlant. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est que si je te mets dans le poste, c'est que tu es supposé être bon, et ton incompétence, c'est à toi de m'approuver. Il est rendu ton seul incompétence? Pour moi, là, quand je décide d'embaucher quelqu'un, il est compétent. Maintenant, ça se peut que tu deviennes incompétent parce que 1000 raisons, tu ne fites pas dans l'équipe, tu me oversell, tu n'as pas compris vraiment comment ça marchait. Puis that's it. Mais c'est à toi de décider ton niveau d'incompétence, pas moi. Puis, fait que selon toi, parce que là, on parle des iniquités salariales hommes-femmes. Oui. Fait que selon toi, c'est les hommes sont beaucoup plus confiants, puis ils s'oversell probablement plus que les femmes. Ben oui. Mais non, mais on le voit. Personnellement, moi, de la façon que, tu sais, moi, j'ai engagé Marie-Pierre, j'avais engagé Mélodie, puis tous les gars que j'ai passés en entrevue m'oversellaient de beaucoup, puis c'est pour ça que je les ai pas pris, d'ailleurs. Mais non, mais regarde les images qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux au mois de janvier.
Le gars qui a une bédaine, se regarde dans le miroir, il voit un six-pack. Ouais, c'est drôle, ça. La fille qui est super bien faite, elle voit des grosses fesses, elle voit qu'elle a pas de seins, puis qu'elle a une bédaine. Ouais. OK? Puis pourtant, elle est bien faite, puis elle se voit Ça, pas d'une autre façon. c'est Puis l'autre vraiment- gars qui a une c'est vraiment bédaine se voit avec des muscles. C'est exactement ce qui se passe en embauche. Le gars arrive. Nous autres, on est vraiment shape, en fait. Là. Puis moi, on est. Oui, nous est autres, des on bodybuilders. est. Ben, moi, je le suis, toi. Je sais pas, j'ai vu tes jambes l'autre jour quand tu faisais tes squats sur Instagram. J'ai pas de jambes, tabarnouche. Elles sont fortes. Mais moi, je suis un coureur, OK? Bon, je m'entraîne parce qu'il faut s'entraîner. mais j'ai beau pousser, là. Honnêtement, si j'avais un corps designé pour avoir des muscles, je serais Arnold Schwarzenegger avec tous les efforts que j'ai faits, OK? Mais c'est pas pour moi, puis je mange des légumes, tu sais? Ouais, c'est surtout ça le problème, parce que tu manges pas assez de viande, je pense. Je mange de la viande. Parce que de passer 75$, là. Mais je mange du poulet, je mange pas du steak. C'est ça. OK, fait qu'on va. Je vais peut-être juste rajouter quelque chose là-dessus que je trouve qui est quand même assez intéressant, c'est que les femmes sont généralement, typiquement, moins assertive. C'est-à-dire, ils vont moins donner leur opinion. Quand il y a quelque chose qui les dérange, ils vont moins en parler. Il faut plus aller leur demander leur feedback s'ils sont bien dans leur situation. Puis quand ils négocient aussi, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'ai eu les emplois, tu sais, moi, je m'en vais voir mon boss puis j'ai dit, là, c'est là que ça se passe, puis tu m'augmentes mon salaire, sinon je m'en vais. Oui. Mais les femmes ont moins ce réflexe-là, puis je pense que faut culturellement encourager proactivement les femmes à prendre plus leur place pour ceux qui le veulent. Mais je pense qu'il y a aussi un autre côté de la médaille qui est qu'on met beaucoup l'emphase sur ta vie est un succès ou est un échec à 95% en lien avec comment est-ce que ta carrière se développe. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dans la vie que la carrière. Tu as ta famille, tu as tes amis, tu as ton niveau de vie. Et puis de juger les gens uniquement par le chiffre qu'ils font à la fin de l'année comme salaire, je pense que c'est aberrant. Parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Puis, tu sais, oui, ça se peut, il y a des hommes, je pense que c'est 8% l'écart entre les hommes et les femmes. Oui, l'écart est de 8%. Sauf que, on va dire que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, les gens me corrigeront dans les commentaires, peu importe. Mais le taux de suicide au travail chez les hommes, de loin supérieur à celle des femmes. La plupart des hommes qui meurent au travail à cause qu'ils sont trop téméraires, prennent trop de risques, c'est les hommes. Les chauffeurs de taxi Uber, les gars sont payés 8% plus que les femmes. Ça revient à l'équité, au même gap que ce qu'on voit dans le reste de la société. Ouais. Mais les hommes conduisent plus rapidement puis font plus d'accidents. L'écart type est plus élevé. Ceux qui gagnent plus gagnent plus, mais ceux qui gagnent moins, ils pètent le char puis ils arrêtent. Fait c'est pas... Mais c'est une grosse question d'éducation quand tu regardes tout ça. C'est ça que c'est là où je veux en venir. Puis tout au long du livre, il y a beaucoup, j'en parle beaucoup, d'éducation, d'éduquer les gens. Tu sais, la femme, on la changera pas, puis on changera pas l'homme. L'homme va toujours rester coquille, la femme va toujours rester sécure. Généralement, là, je veux dire, c'est des traits de caractère. Il faut pas capoter. On vient d'avoir une soundbite, là. Oui. Non, mais tu sais, généralement, lorsqu'il vient le temps de négocier, lorsqu'il vient le temps de se vendre, la femme va pas s'overseller autant qu'un homme. Ouais. Et c'est la personne de l'autre côté qui passe l'entrevue, qui va donner son salaire, qui doit se dire, hey, parfait, mais elle est compétente, puis elle va mériter le salaire qu'elle a. Et c'est à nous, et moi, je l'ai toujours fait. À un moment donné, là, il y a un employé, bon, c'est un gars, mais je l'ai augmenté comme 4 fois. Il est venu me voir à mon bureau, il dit, François, arrête de m'augmenter. Mais je dis, Patrice, parce que il y a des échelles salariales, puis je regarde ta compétence, puis tu ne fites pas dans l'échelle en bas, il faut que je te montre. J'avais passé comme de 40 000 à 56 000 en 8 mois. Mais c'est une question d'équité, une question de respect envers l'individu. Envers les efforts de l'autre personne à côté. Ben non, mais je vois, moi, l'échelle salariale, je dis, comment il gagne 56, Patrick en gagne 42. Ben regarde, Patrice, tu gagnes 56 maintenant. Il dit, François, c'est trop. Je dis, non, c'est comme ça, c'est l'échelle salariale ici. Puis moi, je suis pas à l'aise de te regarder, sachant que tu m'en donnes plus que l'autre, puis l'autre est payé 14 000 de plus que toi. Ça fait tout son sens. C'est une éducation. Moi, j'ai été éduqué dans le respect, dans l'égalité, et je le reflète comme patron aussi, là. Malheureusement, c'est sûr que c'est pas tous les hommes qui sont Non, comme ben, toi. c'est parce que j'ai été éduqué comme ça, et donc ça doit faire partie de l'éducation qu'on donne à nos jeunes, que de respecter la personne qui est devant nous, de regarder le talent. Mais je pense que présentement, on est en plein emploi, les employés ont plus d'opportunités de s'en aller puis de
trouver mieux ailleurs que jamais. Fait que les employeurs respectent maintenant beaucoup plus les employés que ce qu'ils faisaient par le passé. Puis c'est d'ailleurs un enjeu que tu apportes dans ton livre. Oui. Et sur ce, je sais qu'on pourrait s'éterniser sur ce sujet-là pendant au moins 4 podcasts. Mais je veux quand même qu'on parle des autres sujets que tu apportes dans le livre parce que tu en apportes un paquet. Il y en a avec lesquels je suis complètement d'accord. By the way, si tu avais un programme électoral là-dessus, probablement que je voterais pour toi parce que c'est... Tu apportes très bien les choses. Honnêtement, je recommande fortement à tout le monde de se procurer le livre et de le lire. Moi, ça m'a pris 2 jours de le lire et il est écrit simplement, sans prétention. C'est des vraies choses. Le but est de faire réfléchir les gens parce que c'est tous des sujets qui nous touchent. Ouais. Tous les sujets-là, peut-être qu'ils ne touchent pas aujourd'hui, mais ils t'ont déjà touché. Ou ils ils touchent vont la société, puis ils touchent des gens que tu connaisses. Puis... Ben oui. Puis, tu sais, à un moment donné, bon, il y a des gens qui m'aiment moins. Sans pour dire même qu'ils me détestent. Et il y a un moment donné, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook. Il me dit « Ton livre, c'est un torchon. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « Tu peux pas me dire que mon livre, c'est un torchon. Tu peux peut-être me dire il y a un chapitre que tu n'es pas d'accord. C'est impossible que tu sois pas en accord avec 30 sujets. C'est impossible. Ah ouais. OK? » J'ai dit « Tu l'as pas lu. Hein? » Puis là, finalement, on est devenus un peu amis. Puis là, à un moment donné, j'ai dit « C'est quoi les boys? On va aller prendre une bière avec vous autres. » Il était 4-5 étudiants. Puis je sais comment ça se passe. Tu sais, quand les gens qui me détestent, là, mettons, dans ce cas-là, c'était 4 étudiants. Tu sais, je reçois des messages à un moment donné, je dis, écoute, êtes-vous tous ensemble, tu sais? Il y en a un, probablement, qui s'est dit, hey, moi, je déteste François Lambert, puis là, mettons, toi, tu vas dire, hey, moi, je vais aller lui dire. Puis le monde ne pense pas que je vais répondre, mais je réponds à tout le monde. OK? Si ça dérape, je ne suis pas bloqué, là, j'ai d'autres choses à faire. Puis on a commencé à parler, puis le gars, il dit, c'est quoi, moi, il a acheté ton livre à la fin? Il dit, qu'il l'avait pas acheté. Il l'avait pas acheté. C'est évident qu'il l'a pas acheté parce que tu peux pas ne pas être totalement d'accord, en désaccord avec tout. Il y a des choses où tu peux dire, non, ça ne représente pas ma pensée. Puis je suis 100%, mais je suis assez de centre là-dedans. Hein? Ouais. Je suis de centre-droite, c'est vrai, mais je suis assez de centre. Là. Je ne sais pas quel autre sujet que tu veux qu'on aille, mais je suis vraiment... Je pense que le salaire logique. minimum, ça serait un bon, ça. Comment? Le salaire minimum, ça serait un bon sujet, ça, je pense. Oui, bien, le salaire minimum, il faut toujours revenir à la base. Pourquoi ça a été inventé? Et le salaire minimum a été inventé parce que les employeurs abusaient des travailleurs. Là, ils n'avaient pas de règles, ils pouvaient payer 5 piastres de l'heure. Puis d'ailleurs, ce qui me fait le plus rire, c'est que les gens qui mettent les lois en place, donc les avocats puis les juges, OK? Ces gens-là ont tous des interns qui travaillent gratuitement. OK? Oui, fait que ça me fait mourir des stages non payés. Ouais. Je m'excuse, en partant un stage, là, tu travailles pour l'entreprise, peut-être que ça vaut le salaire minimum. Mais de l'avoir gratuit, c'est un non. Non! T'as pas le droit d'abuser des gens. Puis ça fait partie de la règle. Dans mes entreprises, j'en ai à l'occasion, mais je donne quelque chose en échange. Je suis pas à l'aise avec ça, moi. C'est abuser des gens, c'est exploiter les gens. Donc, le salaire minimum a été mis là pour protéger les gens qui, autrement, se feraient abuser. Il y en a des entrepreneurs qui sont des abuseurs et c'était mis en place. Maintenant, le salaire minimum n'est pas un crime. Hein? Si tu as une entreprise, tu payes au salaire minimum, là, ce n'est pas un crime contre la société. Tu as décidé de payer ce salaire-là, ça t'appartient comme entrepreneur. Ce qui est drôle, c'est que le message que ça envoie à l'employé, c'est « J'aimerais ça te payer moins cher, mais ce serait illégal. » Probablement. Mais c'est ça pareil. Ben, c'est un peu ça. Parce qu'en même temps, la job que la personne fait. Oui, mais tu sais, c'est... Les employés, là, on est en période de plein emploi. Ouais. Ils ont le choix de travailler à peu près où ce qu'ils veulent. Il y a des jobs à peu près partout. C'est pas tout le temps le cas, mais je te dirais, dans le 80... Ça dépend des secteurs. Tu sais, quand on parle ici, on est toujours dans le 80-20. OK? Donc, tu peux trouver une job partout. Si ton boss te paye le salaire minimum, va à côté, ça se peut qu'il paye 25$ de l'heure. Tu vas aller à 25$ de l'heure. Ton boss, c'est des vases communicants. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va partir. Tu sais, mettons, regardons le cas, là. Tous des employés ignorants, qui ont été maintenus dans l'ignorance, puis qui pensent que le salaire minimum, ou ce qu'ils font, ça vaut le salaire minimum. Il y en a un, à un moment donné, qui part de la SEC. OK? Ça va travailler l'autre bord de la rue. Puis il dit à ses chums, « Hey, je suis payé 25$ de l'heure, je fais le même job. » Qu'est-ce que ces chums vont faire? Ils vont partir de là, puis ils vont traverser la rue travailler pour le nouvel employeur. L'employeur, qui se ramasse plus d'employés, plus personne à exploiter, selon ce que les syndicats disent,
il va falloir qu'il augmente ses salaires parce que là, il ne peut plus vendre ses produits, il n'y a plus personne pour les fabriquer. C'est ça la réalité du monde du travail. Il y a des vases communicants. Donc, l'employeur se doit de payer un salaire compétitif avec le reste du marché sur le marché offre. C'est certain que si mon gars qui commence à travailler, qui travaille dans une fruiterie, il n'a pas d'expérience, il a 16 ans, bien, ça vaut le salaire minimum, puis c'est exactement ce qui est payé. Lui, là, sa job, là, c'est de placer des légumes. Il y a des légumes dans le backstore, il y a des balles, il va les placer, on lui a montré comment faire, c'est sa job d'étudiant, ça vaut le salaire minimum. Aucun thinking possible, il faut qu'il le fasse bien. C'est sûr qu'il doit penser un peu, mais il n'y a aucun thinking possible, ça vaut ça. Je ne considère pas que l'employeur l'exploite. Donc, est-ce que c'est d'exploiter les gens? Absolument pas. L'employeur, aujourd'hui, se doit d'offrir un salaire compétitif. Puis, admettons, on va mettre ça à une autre coche plus loin. L'employeur a une Lamborghini. OK? Puis, il y a tous des employés au salaire minimum. Ouais. OK? Hey, c'est un méchant profiteur, hein? On s'entend. Mais c'est parce que les gens on s'entend, mais on s'entend pas. Parce que les gens pensent que le salaire d'un employé est tout dans l'entreprise. C'est faux. Les employés sont une grande partie. Mais peut-être que cet employeur-là, c'est un génie marketing aussi. Il a compris, lui, comment vendre ses produits. Il est capable d'en vendre à tonnes des produits comparativement à son compétiteur. Donc, sa recette de succès n'est pas seulement parce qu'il ne paye pas cher. C'est peut-être parce qu'il est capable de vendre plus cher et il est capable d'en vendre plus. Donc, les syndicats ne comprennent pas cette partie-là. Les autres disent, il est riche, donc il nous en doit. Non, est-ce que c'est compétitif? Si la réponse est compétitive, le nombre d'argent qu'il fait par la suite, cet employeur-là, ça lui appartient parce qu'il était capable de développer une recette unique d'entrepreneuriat qui fait qu'il est un entrepreneur à succès en respectant ses employés. Et on peut très bien respecter nos employés à 12$ de l'heure. Ceci étant dit, j'en ai pas d'entreprise qui paye le salaire minimum. Là. Hein? J'en ai pas parce qu'on doit être compétitif. Et moi, je respecte les employés. Si ça vaut ça, bon, on le paye. Sinon, on ne peut pas l'avoir, tout simplement. Puis c'est bien mieux. Tu sais, ce qui est tough, là, la même chose en affaires, c'est le coût d'acquisition de clients. Acquérir un client, ça coûte cher. Les entreprises qui ne le savent pas sont bien mieux de l'apprendre parce que c'est leur plus grande dépense. OK? Donc, un coup, tu connais ton coût d'acquisition de client, tu dis, bon, combien il va me rapporter ça, ensuite? C'est la même chose avec un employé. C'est quoi ton coût d'acquisition d'employé? Changer d'employé, le faire réapprendre, il y a une courbe d'apprentissage, ça coûte cher. Tu es bien mieux de le garder, ton employé, en le payant, en le payant. Parce que, tu sais, un employé, ce qu'il veut, là, il veut 3 choses. Hein? Reconnaissance, liberté, puis un salaire. Le salaire, ça, c'est réglé en partant. Olivier, par contre, tu dois travailler pour moi. Bon, je t'offre 40 000. Tu dis, oh my God, je pensais que j'en valais 30, je suis content. Tu as 40 000, tu es heureux. OK? Bon. Je suis fou. Non, mais tu sais, on s'entend que ça, c'est réglé en partant. Ouais. La minute que tu acceptes la job, c'est assez rare que tu vas accepter une job, tu vas dire à tous tes chums, bon, je vais accepter une job de merde, si je suis mal payé, mais bon, ça peut arriver. T'es mal pris, mettons. Parce que tu es mal pris et tu prends n'importe quoi. Mais encore là, c'est pas le commun des mortels. Les gens ne sont pas tous mal pris. On a tous besoin d'une job. OK? Mais un coup que tu t'entends sur le salaire, tu es heureux, tu as ta paye. On en voudrait toujours plus. Puis même si tu fais 50 000, tu vas en vouloir plus. Si tu fais 100 000, tu vas vouloir en avoir plus. À moins que tu décides que l'envie ne fait pas partie de ton quotidien. Moi, ça ne fait pas partie de mon quotidien, l'envie. Donc, je m'en balance de ce que l'autre gagne. Je veux juste m'assurer que je suis payé en conséquence. Je vais me donner un exemple concret. J'ai fait un remplacement de radio pendant que Richard Martineau était en vacances à Cube. Je lui ai demandé au bas, celui, bon, je fais pas ça gratuitement. Fait qu'il me dit, combien tu veux? Je lui ai dit, offre-moi quelque chose de compétitif avec ce que tu as. Ben, il dit, voici les remplaçants, voici ce qu'ils ont. Je dis, OK, parfait. Maintenant, si j'apprends qu'un remplaçant a eu 2 fois la même chose, je vais débarquer dans son bureau et me dire, la prochaine fois, là, tu vas me payer le double ou je ne viendrai pas. Ouais. Tu sais, je m'attends à ce que, s'il me dit que tous les remplaçants ont ça, moi, je fais confiance. Donc, les remplaçants ont ça, c'est réglé. Je reviens aux employés. Les employés veulent le salaire, reconnaissance, la liberté. Le salaire est réglé. Après ça, ils veulent la reconnaissance, la liberté. Donc, c'est la job de l'employeur de garder ses employés en leur donnant ces 2 autres choses-là. Donc, la reconnaissance, il doit reconnaître ses employés. Il doit reconnaître les employés qui ont du talent, puis il doit leur donner des responsabilités en espérant qu'ils vont les livrer. Puis, la reconnaissance, il y a un lien très étroit avec la liberté, parce que si je te reconnais comme un gars de talent,
Bon, mettons, pour faire ce que tu fais, là, de ta job, là. Mais je vais te voir à toutes les 10 minutes. Puis, Olivier, ça avance-tu? Je te reconnais, mais j'ai zéro confiance à ta capacité de livrer. En allant te voir à toutes les 10 minutes, puis ça avance-tu? Là, toi, là, tu es en train de dire, ben écoute, il n'y a pas confiance en moi. On a dit que c'était pour prendre 2 jours. Pourquoi il vient me voir toutes les 15 minutes si j'avance? On va te le dire. Tu m'as demandé 2 jours, je t'ai dit 2 jours. Donc, cependant, si je te laisse aller et tu reviens une journée après, hey François, regarde ce que tu m'as demandé, podcast, tout est réglé, il est en ligne. Je fais comme, aïe aïe. Tout est fait. Tout Clairement. est fait. Puis là, je regarde ça, je regarde la qualité du travail. Je dis, Olivier, tu sors de où, toi? Non, mais quel génie! My God, c'est le fun de travailler avec toi. Je suis pas obligé d'étirer la sauce non plus, de trop en mettre. Mais je peux reconnaître que, hey, honnêtement, de valoriser le travail. Ben, tu viens de faire un travail, ça coche. Merci. Tu sais, toi, le soir, là, tu rentres chez vous, là, tes épaules sont bien par en arrière, ton dos est droit, OK? Tu es heureux. Maintenant, tu chialeras jamais contre ton salaire. Sais-tu quand est-ce que l'employé va chialer contre son salaire? Inverse. Je vais te voir toutes les 10 minutes, puis ça avance-tu? Là, moi, je suis allé te voir 20 fois dans la journée, en passant, puis regarder. Puis là, en plus de ça, je me permets de regarder ton travail, là. Je regarde par ton épaule, je regarde, je fais... T'es sûr que c'est comme ça? Puis t'es en plein processus créatif, t'es pas fini encore, là. Puis je te dis, ah, t'es sûr que c'est comme ça, là? Tu sais, c'est comme si je demande à un peintre, fais-moi une toile, puis à toutes les fois qu'il donne un coup de crayon, je le check pour dire, t'es sûr qu'il est bien rond, le moment donné, il va devenir fou. Bien, c'est ça, les gens, si on veut qu'ils soient créatifs dans notre milieu de travail, il faut les reconnaître. Bon, je fais ça toute la journée, je suis dans ton dos, puis je te dis tout quoi faire, presque. Toi, tu rentres le soir, là, ton conjoint, ta conjointe, OK, arrive. Puis, comment était ta journée? Asti de journée de marde, OK? Je déteste mon boss, si au moins j'avais un meilleur salaire. C'est là que le salaire devient problématique. Quand tu es heureux dans ta job, ne t'en parle pas du salaire. Quand ton boss t'a fait chier toute la journée, puis il te reconnaît pas, puis il donne pas de liberté, première chose que tu mentionnes le soir en arrivant, si au moins j'avais une meilleure paye. Il n'y aura jamais assez d'argent pour se faire chier dessus toute la journée. J'ai pas de meilleur terme que celui-là. Ouais. Et Intéressant. donc, c'est ça que les employeurs doivent changer leur habitude de travail, leur habitude de reconnaître. Puis, j'en parle dans le livre de la syndicalisation, puis j'ai déjà fait une sortie contre eux. J'ai dit, parce que là, tu avais écrit, si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Eux autres, ils pensent que le syndicat pense que en se syndiquant, en syndiquant les employés, le boss ne sera pas exploiteur parce que le syndicat va être là pour contrôler protéger protéger. les intérêts de l'employé. Mais il n'y a pas de protection contre un boss imbécile qui n'est pas capable de reconnaître. La seule chose que tu peux faire, c'est t'en aller. Là. Ben oui, si je suis imbécile, si je te reconnais pas, là, puis je passe derrière toi toutes les fois pour te dire donne un coup de crayon comme ça, donne un coup de crayon comme ça, fais ci comme ça, il n'y a pas un syndicat qui va être à côté de moi et vous dire hey, t'as pas le droit d'y parler de même. Là. Donc, il n'y a rien de changé avec l'arrivée d'un syndicat. T'es un boss qui est cave, t'es cave avant le syndicat, puis t'es cave après le syndicat. Cette boss-là ne mérite pas d'avoir des employés. Un autre point en lien avec le salaire minimum que tu as mentionné, c'est dans ton livre, pas dans notre entrevue, Oui. mais la plupart des gens qui sont au salaire minimum, en fait, ils ont moins de 24 ans. C'est des étudiants, c'est des gens qui commencent leur carrière. Oui. Puis d'augmenter le salaire minimum de 11 à... Là, il était combien? 11 à 25, je pense? Il doit être rendu à 12 et 25, je pense. Là. Jusqu'à 15 Oui. Pour des emplois qui demandent aucune compétence, c'est des étudiants. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, là, j'ai commencé au McDonald's à 7 et quelques de l'heure, puis c'est ça que ça valait. Oui. J'étais un étudiant, j'ai aucune compétence, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. C'est qu'il y a plusieurs façons de le voir. Si on le monte, ben, il faut accepter que si on le monte, il y a des entreprises qui vont fermer. Oui, c'est OK? sûr, c'est sûr. Ça, là, moi, j'ai pas de problème encore, mais ça, c'est un choix de société. Et si, moi, j'ai une entreprise, bon, dans le temps que j'avais le centre d'appel, je payais 14$ de l'heure. Ouais. OK? Mais je facturais, mettons, 35$ de l'heure. L'employé. C'est le 10 ans à peu près. Oui, exactement. À la fin, quand j'ai vendu, je facturais 27$ de l'heure, je payais 15$ de l'heure. Les salaires augmentés, j'étais obligé de shrinker, j'ai une compétition mondiale. Moi, tu me dis, je monte tout le monde à 15$, ça veut dire qu'il faut que je monte toute la gang qui sont à 12, 13, 14 à 15. Et ceux qui sont à 14, ils veulent pas le même salaire que ceux qui étaient à 12, donc je suis obligé de monter. Mais là, je te parle de salaire de 2008. Là. Ça fait un bout de temps là, que j'ai vendu le centre d'appel, donc je ne sais même plus c'est quoi leur salaire. Moi, il faut que je ferme le centre d'appel. Ouais. OK? En 2008, je te confirme, il faut que je vende le centre d'appel si on le monte à 15$ de l'heure. Si le gouvernement vient me voir et me dit écoute, François, regarde, des entreprises comme la tienne, là,
on n'en veut pas ici. Et on va te donner une transition de 10 ans. Donc, on va te payer les salaires, la différence que tu payais, on va te le payer à toi, mais tu as 10 ans pour te revirer de bord, trouver une solution. Parce que j'ai pas payé le prix de ça. Donc, moi, j'ai pas de problème si on dit, parfait, on veut, mais c'est pas... Parce qu'augmenter le salaire minimum, là, c'est la chose la plus large qu'un gouvernement peut faire. Parce qu'il dit, je monte le salaire minimum, entreprise, arrange-toi. C'est une décision gouvernementale qui est pelletée dans le cours des entreprises. Le gouvernement n'a rien à cirer de lui du salaire minimum. C'est pas... Lui, il fait juste dire, voici la norme maintenant. L'entrepreneur, lui, arrive et dit, OK, il faut que je fasse appliquer cette norme-là. Ça a coûté zéro, là. C'est pas une mesure gouvernementale, c'est une loi. That's it. L'entrepreneur paye le prix des entreprises qui vont fermer. Maintenant, regardons, ça se peut, puis c'est correct. Si je fais ça comme choix de société, j'ai pas de problème, mais toutes les entreprises qui vont être affectées par ça doivent être supportées pour une période pour permettre qu'ils s'arrangent. Maintenant... Faut que le gouvernement donne un aide. S'il impose ça, il va falloir qu'il y ait des entreprises parce que c'est sûr qu'il va en avoir plein. Ben oui, puis on peut faire un choix de société, puis je suis à l'aise avec ça. Pour conclure sur le salaire minimum, c'est qu'il faut aider certaines entreprises si on décide de faire ça. J'ai pas de problème. C'est un choix de société. Maintenant, je veux dire, moi, là, je me revois comme un petit étudiant au cégep, là. Tu me mets un salaire de 15$ de l'heure, là. Je commence à penser que je n'ai pas pire, hein? Parce qu'il faut pas oublier, quand on est jeune, on pense pas... On manque un peu de jugement, mais 15$, tu fais... Hey, une bière, ça coûte 5$. Moi, mais moi, je pense ça au cégep, là. Je calculais en nombre de bières quand je travaillais à 4$ de l'heure. Les verres au cégep, là, en tout cas à Trois-Rivières, quand tu t'en vas dans les parties d'étudiants, c'est une pièce la bière. Là. Bon, ben, tu sais, à un moment donné, oui, mais quand tu sors dans les bars normales, tu finis par calculer en fonction de l'argent que tu as besoin pour la semaine. Tu habites chez tes parents, tu habites en appartement à 8 dans un... Tu t'en fous, là. Toujours, si tu veux, c'est un peu de linge. Puis, un peu de linge, je suis bien de la bière. Non, mais tu peux pas sortir d'un bar puis pas rien boire. Donc, donc je travaillais à 4$ à l'heure et parce que c'est le salaire minimum. J'ai été appliqué chez Yellow, puis je suis pas fou, moi. Le directeur de la succursale me dit Yellow Chaussures. Il me dit, François, il dit, toi, tu travailles comme étudiant ou employé à temps plein? Ah, moi, non, mais je dis, c'est quoi la différence? Ben, il dit, étudiant, c'est 4$. Employé à temps plein, c'est 6,80$. Je vais travailler à temps plein. Je ne tente plus même de continuer les études. C'était ma réponse. J'ai retourné aux études au mois de septembre, là. Mais j'ai gagné 2,80$ de plus. Là. OK, tout l'été? Tout l'été. Ah ouais? Là, j'ai dit, c'est important les études. Je parlais avec mon père. Tu sais, t'inventes n'importe quoi, là. Okay? Mais j'avais compris à la game vite fait. Mais dans ce temps-là, 6,80$, là, c'était énorme. J'aurais pu lâcher l'école pour 6,80$. Faut y penser à 15$ de l'heure que des gens... Tu te rends pas riche. Surtout au secondaire. Oui. Tu finis secondaire 5, puis tu fais 15$ de l'heure. Surtout si tu viens d'un milieu qui est pauvre. Ben oui, tu regardes, c'est correct. De toute façon, parce que tu as un loyer que tu partages avec d'autres personnes. Tu penses à court terme. Si t'es à Trois-Rivières, t'as pas besoin de partager. T'es correct. Non, mais ça, tu penses à court terme. Le problème, c'est que le salaire peut nous faire bifurquer et on veut garder nos jeunes à l'école. Ouais. Et puisque c'est eux qui ont le salaire minimum la plupart du temps, ben laissons-le ça là. C'est minime, là. C'est pas ça, c'est pas des vraies mesures, là. Ouais. Okay. Je veux qu'on change un peu de sujet, qu'on aille aborder d'autres thématiques que tu parles dans ton livre. Ben, tu veux-tu un petit refill? Ben oui, parce qu'on ne fera pas le faire dans le... Attends un peu. Comme ça, tantôt, quand tu vas faire tes signatures de livres... Moi, c'est plus drôle. C'est ça. Tiens. Merci. Fait qu'il y a un sujet que tu abordes dans ton livre qui est assez intéressant et c'est sur l'achat de ta première maison. Oui. En fait, il y a un thème. Mais c'est pas l'achat de la première maison, c'est l'achat d'une maison, point. Point, c'est ça. Oui. Il y a un thème qui est général de ton livre qui est, de ce que j'en retire, c'est que tu juges que la plupart des gens, la plupart du Québécois moyen, en fait, a de la misère à budgéter, a de la misère à faire son budget, n'est pas nécessairement bon dans ses finances personnelles. Je pense que il y a juste 40% ou 50% des gens qui cotisent à un REER. Oui. Et puis, t'en viens justement à parler de l'achat d'une maison, où ce que la croyance populaire étant que, faut que tu achètes une maison, parce que quand tu payes un loyer, c'est comme si tu brûlais ton argent à quelqu'un d'autre. Et toi, tu as démontré, en fait, mathématiquement dans ton livre que c'est pas si simple que ça. Acheter une maison n'est pas nécessairement mieux pour ta pérennité financière à long terme
que d'être locataire. Fait que j'aimerais ça c'est t'entendre pire. là-dessus. Dans le fond, la réponse à ça, puis ça, c'est un chapitre qui était le fun à faire. Parce C'est que je pars avec des idées. Tu sais, quand tu pars avec un chapitre comme ça, c'est la façon qu'on a choisi le chapitre. Tout le monde s'est mis ensemble, l'équipe éditoriale, des amis. De quoi vous voulez que je parle? Puis maintenant, on se ramasse, on a de 50, on tombe là-dessus. Attends. L'achat de la maison. Moi aussi, je suis parti avec une idée préconçue. Ben non, ça prend ça, parce que moi aussi, je me suis fait laver le cerveau par les banques. OK, t'étais de l'avis initial qu'il fallait acheter une maison. Ben oui, on m'a éduqué comme ça, moi aussi. OK. C'est une question d'éducation. On nous dit que notre maison, c'est notre bas de laine, c'est notre retraite. Et là, tu commences à regarder, tu fouilles, puis tu commences, tu dis, attends un peu, OK. Des réparations. Ouais, OK. Parce qu'on oublie. L'affaire, c'est qu'on voit notre hypothèque, ça, c'est réel. On voit ce qu'on paye, puis les gens, tout le monde, sans exception, ça, c'est comme la bourse, l'achat d'une maison. Tout le monde a payé le moins cher possible, et ton voisin est toujours payé trop cher par rapport à toi. Et toi, tu vas vendre toujours plus cher que ton voisin parce que tu es plus brillant. Puis ton voisin ne va pas vendre assez cher. Tout le monde, ils ont tout entendu. OK? En bourse, c'est comme ça aussi. En bourse, c'est comme ça. Tu n'entends jamais des gens qui perdent. OK? Mais je vais être transparent. Je me suis séparé en 2012. J'habitais dans un quartier qui était hot. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se sépare? Moi, j'avais des enfants, je ne veux pas habiter trop loin. Je prends une marche, j'ai une maison à vendre. Je ne suis pas en mode négociation, je l'achète. OK, j'ai les moyens de l'acheter. Et je l'achète alors que c'est le pic. Donc, je paye 700 000. La maison, 685 000. Je fais 100 000 de rénovation dedans que j'oublie. Hein, on l'oublie. Et je la revends l'année en 2017. Je l'ai mis en vente en 2016. Je l'ai vendu un an plus tard. J'ai essayé d'avoir 725 000 au début et je l'ai vendu 650 000. Oh boy. OK? Est-ce que j'ai fait de l'argent? Non. Est-ce que je l'ai acheté dans le pic ou que les maisons... Oui, j'ai acheté dans le pic. Et je ne suis pas un mauvais, là. Je suis un bon négociateur. Mais à un moment donné, c'est que j'ai mis trop d'argent dedans. Il aurait fallu que je reste toute ma vie dedans. Là, j'ai fait des rénovations comme si je restais toute ma vie. J'ai vu une autre maison qui me tentait plus. Je l'ai vendue, j'étais allé ailleurs. La maison que j'ai achetée, c'était la maison de mes rêves, entre guillemets. Elle était sur la rue que je voulais, le quartier que je voulais, la bonne grandeur que je voulais. J'ai payé 200 000 $ de trop. Je le sais. La nouvelle que tu viens d'acheter? Ben oui, je le sais, j'ai payé 200 000 $ de trop. Mais j'en voulais, OK? Je voulais habiter là. Elle avait la bonne grandeur. C'était le coin que je voulais pour les 10 prochaines années. Okay. Et je mets peut-être 300 000 de rénovation dedans. Elle coûte cher, la maison. C'est une vieille maison 1944. Il y a toujours une plomberie de pété. Il y a toujours... c'est plus compliqué lorsque tu fais des rénovations parce que c'est des vieux fils. Et après ça, tu regardes. Quand tu achètes une maison, ben, tu as une taxe de bienvenue. Ouais. On l'oublie, ça. Parce que les gens finissent par oublier parce qu'ils disent « cette taxe de bienvenue m'a payé ». Ben, ton loyer, c'est ton loyer. That's oui. it. Moi, ma taxe de bienvenue là, est 68 000 $. OK? Je l'avais oublié avant d'acheter la maison. OK? Je l'oublie pas 3 ans plus tard. Hein? Je sais bien que c'est un problème de riche, là, on s'entend. Là. OK? Mais c'est toute une facture. Là. Ouais. Ça va avec la maison que j'ai, c'est bien évident. Mais il y a une taxe de bienvenue qu'il ne faut pas oublier. Il y a des réparations à faire. Il faut que tu mettes au moins 10 % de la valeur de la maison chaque année. Si ta maison, si tu veux qu'elle maintienne la valeur, il faut toujours que tu rénoves. Sur neuve, c'est moins pire. Oui, mais c'est jamais construit, à moins que ce soit construit selon tes spécifications. Ouais. La plupart des gens vont acheter une maison sur plan, ils vont la faire, puis après ça, ils vont mettre de l'argent constamment dedans. La peinture, tu ne comptabilises pas ça dans un fichier séparément, ou que c'est amélioration locative, ou que c'est dépenses. Donc, on finit par oublier un paquet de dépenses que lorsque tu es loyer, j'ai fait de l'exercice d'une maison maintenant à peu près 300 000 versus une famille de 5. Puis moi, ce que je dis, c'est que je force pas les gens. Je fais juste dire mathématiquement, tu es bien mieux d'avoir vivre en logement à Montréal, à Verdun, mettons. J'ai fait un exercice à Verdun par Pointe-Saint-Charles, tout simplement parce que c'est des exercices que ma blonde a fait. C'est des chiffres qu'elle paye et qu'elle a fait comme exercice sur ce qui est arrivé à Montréal parce qu'elle venait de Québec. Et je me dis, OK, parfait, une famille de 5, qu'est-ce qui est mieux pour elle? Donc, une famille de 4, excuse. Qu'est-ce qui est mieux pour elle? Avoir une maison à Montréal ou avoir un appartement?
Là, le monde va dire, ouais, mais moi, j'ai 2 enfants, je ne lèverai pas dans la mauvaise ville de Montréal, ils vont virer des bombes. Bon, il y a encore du monde qui pense ça. Donc, je suis parfait. Va habiter en banlieue d'abord. Donc, banlieue veut dire une deuxième auto, veut dire que tu vas arriver à 7 heures le soir, veut dire que tu vas manger des repas préparés parce que tu n'as pas le temps de préparer un repas à 7 heures le soir quand les 2 enfants, il faut que tu leur fasses faire le devoir et donner le bain, tu es allé les chercher. Mathématiquement, là, la maison, c'est une histoire des banques. Okay? Les banques nous ont poussé ça derrière la gorge puis en nous disant, tu vas t'acheter une maison parce que c'est ça. Parce que c'est ça qui les fait vivre, eux autres. Les hypothèques. Enlève les hypothèques des banques, et puis les banques n'existent plus. Donc, c'est un mensonge qui a été créé pour, je ne sais pas quoi, certainement pour faire rouler l'économie, là. Ouais. Donc, mais la réalité, là, c'est que t'es bien mieux de rester à un logement. Le problème, et là encore là, on revient, il ne faut jamais oublier qu'on est des animaux, et qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir un nid. Les oiseaux font des nids, on n'est pas différents encore, on est des animaux. On veut avoir notre place à nous, notre place où ce qu'on peut bâtir, notre place où est-ce qu'on va laisser traîner des histoires puis accumuler du stock qui ne servira à rien. Okay? On a besoin de ça comme être humain. Okay? On le voit quand nos parents décèdent, tu vas faire le ménage de la maison, tu fais comme « What the fuck? Qu'est-ce que tu as gardé? Pourquoi? Tu n'as jamais ouvert ça, ces boîtes-là? » Mais on a ce besoin-là d'avoir notre nid et c'est bien correct. Mais pensez pas que c'est un investissement, ça n'en est pas un. Ouais. À moins que tu aies acheté dans le quartier qui était ben hot. Ouais, il peut y avoir des bulles qui font en sorte que, parce qu'on connaît tout quelqu'un qui a fait une passe de cash en achetant une maison. On en connaît tout un. Fait qu'on pense que c'est un investissement qui est bon. Et puis, justement, dans ton livre, tu disais qu'à l'époque, dans le temps, dans le début des années 1900, quand on arrivait pour investir, jouer à la bourse, c'était un luxe de riche, parce que les frais de transaction étaient immenses. Maintenant, c'est plus le cas. Mais maintenant, puis ce que je dis, c'est que l'argent qu'on mettrait vers l'hypothèque à payer des intérêts, bien, si on est discipliné, puis les gens ne le sont pas disciplinés. Donc, c'est pour ça qu'ils se autodisciplinent en s'achetant une maison. Ouais, mais tu prends cet argent-là, tu le places à la bourse. Exact. Dans des fonds indiciels. Donc, des fonds qui sont calqués, des frais de gestion sont presque nuls. Tu peux acheter ça à 9 $. Et à chaque mois, tu te casses pas la tête. Moi, j'ai 500 $ que j'aurais mis en intérêt. Creuse-toi pas la tête, OK? Essaie pas de deviner, c'est-tu le 2 ou le 3? C'est le 1er si tu as décidé, c'est le 14 si tu as décidé, le 13. Choisis une date. C'est cette date-là que tu mets ton montant, mettons, de 500 $. Et tu te fermes les yeux, puis tu te réveilles 10 ans après, tu as du 9 % minimum si c'est pas plus. Exact. Ouais. Ça monte beaucoup, tu en achètes moins. Tu as un gros crash, tu en achètes plus pendant ce temps-là. C'est certain que si tu n'es pas chanceux, puis tu achètes la première année dans le grosse bulle, puis tu tombes dans un crash l'année que tu veux vendre, c'est sûr, là. Ouais, mais en même temps, si on sur regarde... 9 ans, là, moi, j'ai fait ça pour ma maison, là. Avant d'acheter ma maison, là, moi, je l'ai presque payé cash avec un salaire ordinaire. J'ai mis des actions à chaque mois, je me souviens pas comment, dans Trimark, et à chaque mois, je mettais, supposons, 300 $ pendant 10 ans. J'ai acheté ma maison avec un salaire, un bon salaire, mais un salaire à peu près de 100 000, et cash. J'avais fait cet exercice-là, moi, avant. Puis même encore, le fait d'acheter une maison cash, ton hypothèque, les taux d'intérêt sont 2-3 %, ton rendement en bourse, c'est de 8-9 % fait que, même si de payer ta maison le plus rapidement possible, si tu pourrais te discipliner pour faire fructifier ton argent en place. Il faut éduquer les gens que la bourse, c'est risqué. Les fonds indiciels t'enlèvent un risque. Essaye pas de deviner. Trouve pas le prochain stock de potes là, qui va te faire du 200 %. Il y a une différence entre faire du day trading ou d'essayer de trader des stocks en faisant de la valeur spéculative. Il y a une étude que je trouve qui est super intéressante. Écoute, ils ont fait ça dans les années, je pense, 80, où ils parlaient ils ont pris les traders, ils leur ont dit un paquet de stocks, prédit ça va être quoi, mettons, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser, puis c'est quoi ton indice de confiance envers ta prédiction en leur donnant genre pas beaucoup d'informations. Oui. Ils ont pris les mêmes traders et ils leur ont donné beaucoup d'informations et ils leur ont demandé encore une fois de faire des prédictions en se basant sur toutes les informations possibles. Et fait que c'est quoi est-ce que ça va monter ou baisser, puis c'est quoi ton indice de confiance en lien avec ton investissement. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'accuracy du placement change pas. Fait qu'il avait raison à peu près 30 % du temps. Oui. Sauf que dans le premier scénario, il était confiant à peu près 15 % Fait que tu sais, ouais, je suis pas trop sûr, mais il avait quand même plus souvent raison que ce que leur propre jugement leur donnait. Oui. Dans l'autre cas, quand il y avait toutes les informations, il avait confiance à 85 % que genre c'est sûr que c'est ça qui se passe, oui. mais il avait encore raison juste à peu près 30 % du temps.
Ouais. D'avoir plus d'informations, puis tout le monde a une espèce de biais cognitif. Il y en a tout le temps un qui a juste été chanceux, qu'il pense que la formule magique, puis que ça donne que les 100 derniers trades qu'il y a eu, ben sont vainqueurs. Tant mieux pour toi. Il y a du monde qui gagne à l'auto aussi. Oui. Mais tu sais, dans cette même optique-là, à chaque début d'année, les analystes disent que le marché boursier va être de -2, +2, +5, +12. Ils se trompent tout le temps. Il y en a un là-dedans qui a raison. T'as juste à Parce qu'il y en a demander... 1000 qui font des prédictions. Non, mais celui qui a raison, c'est l'enfant de 4 ans qui va te dire 9 OK? Casse-toi pas la tête, là. Ouais. Le marché boursier, depuis 100 ans, te rapporte du 9 Il y a des années que c'est moins 20, mais sur une longue période, puis si tu reprends des segments de 10 ans un peu partout, c'est du 9 Donc, tu investis dans les fonds indiciels, tu te casses pas la tête. Ouais. OK? Donc, essaye pas de battre le marché. 9 là, ça veut dire qu'à tous les 6 ans, tu doubles. Ouais, c'est ça. Pas pire. Puis même si c'est comme 7, 8 tu sais, c'est ça. Tu doubles. Puis je vais faire une plug. Je vais faire, je vais faire une info-pub en ce moment. Ouais. Je vais faire ça là. Il y a une nouvelle montée, en fait, parce qu'il y a beaucoup de conseillers financiers qui vont prendre des frais de placement lorsque tu vas faire affaire avec eux autres pour être capable de prendre ton argent et les mettre dans les fonds à la bourse. Et puis, on n'a plus nécessairement besoin de ça. Je ne sais pas si toi, tu utilises certains services pour être capable de placer ton argent. Personnellement, j'utilise Wealth Bar. On va mettre un lien dans les commentaires ci-dessous. latranchée.com/wealthbar. Vous allez, je vais me faire 100$ par personne qui s'inscrit, en fait. C'est quoi Wealthbar? Je connais pas. C'est un robot advisor. La façon que ça marche, c'est qu'ils se prennent entre 0,3 et 0,7 de frais de gestion versus 2 ou 3 qu'un conseiller financier va demander. Et puis, tu t'investis, en fait, dans des fonds indiciels, S&P 500 ou peu importe, Dow Jones. Et puis, ce qui est le fun, c'est que c'est ça, ça suit l'index, tu n'as pas de frais de gestion, tout est automatisé. Cool. Fait que moi, je cotise à toutes les 2 semaines, 192 $ à Montréal, 192 $ à Mont-Saly. Puis mon entreprise a également un compte là-dedans. Fait qu'à chaque semaine, en fait, mes profits de la semaine sont envoyés automatiquement dans ce compte-là. C'est bien le fun. Je le regarde jamais, je sais juste que ça monte. Non, moi, je fais affaire avec la Banque Royale. Quand j'ai vendu, j'avais quelques fonds disponibles. C'est sûr qu'il y a du monde qui pense s'occuper de toi. Non, mais c'est parce que moi, je voulais, ma première carrière, c'était d'aller sur le parquet de la bourse. Là. Moi, j'ai un réel intérêt et passion pour la bourse depuis toujours. Et j'ai toujours voulu faire du day trading, tout le temps. Mais, c'est attirant, c'est addictif un peu comme... Ben, c'est d'essayer de battre le marché, mais finalement, j'ai 90% de mes placements, il y a quelqu'un qui s'en occupe, puis je regarde pas ça. J'en ai 20% que je m'en occupe. Mais je trade presque jamais. C'est du Coca-Cola, c'est des indices de la Chine. C'est vraiment des entreprises pépères, mais qui rapportent des bons dividendes, mais qui me rapportent aussi pas pire, ils doublent au 7 ans. Ouais. Et je me suis gardé depuis tout le temps que je voulais faire du day trading. Depuis le mois de septembre, je me suis réservé 100 000. Et j'ai fait du short trading. Pas du day trading, du short trading. Tu paries contre les entreprises? Non, mais c'est parce que j'accepte que ça peut durer 3 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le but, c'est de les flipper. Un coup que je fais un peu d'argent, je flippe, puis je flippe. Écoute, j'ai un rendement de 30% depuis le mois de septembre. Mais bon, est-ce que je vais me casser la gueule avec ça? Le problème, c'est que c'est facile de devenir cocky. Non, mais c'est parce que je suis pas cocky. Je suis ailleurs et j'ai pas besoin de faire du 20%, j'ai besoin de faire une pièce. L'action, mettons, vaut 52. Si j'avais en 53, je suis content. J'en ai pour 100 000, puis après ça, j'achète autre chose. Je m'amuse avec ça. J'ai toujours voulu le faire, et là, je m'amuse avec 100 000. Mais il faut pas que ça te dérange de perdre cet argent-là. Ça me dérange tout le temps, mais je suis à l'aise. C'est ça. Faut que ça soit un risque. Je suis à l'aise que si je me casse les dents, je me dis, ouais, OK. Mais bon, j'aimerais bien ça. Pas, mais... J'aimerais bien ça l'avoir doublé d'ici le mois de décembre 2019. On va faire une petite transition parce que, écoute, ça fait déjà un certain temps qu'on est en train de jaser de tout ça. Il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder. Écoute, peut-être que ça va dépendre de la réaction des gens. Peut-être qu'ils vont triper sur le podcast. Qui sait, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire une partie 2 pour parler encore des enjeux. Écoute, on peut en parler, c'est parce que c'est des sujets... Tu sais, les sujets là-dedans, c'est les discussions entre chums ou en famille le week-end. Ouais. Tu sais, moi, de où c'est venu cet intérêt-là de prendre des sujets? Parce que le monde disait, t'as une opinion sur tout. On a tous des opinions sur tout. Sauf que moi, chez moi, ça a été formulé par mon père qui recevait tous ses chums chez eux. Puis tu sais comment ça se passait dans l'ancien temps? L'ancien temps. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'ancien temps parce que on habitait une mini-maison de campagne. OK, on fallait faire chauffer l'eau sur le poêle pour avoir de l'eau chaude dans le bain. Tu sais, je pars de là, moi, là.
Et j'ai 51, donc j'avais 7 ans, ça fait 40 ans, là. Ouais. Et on peut dire que c'est l'ancien temps. Et le gars arrivait, les amis arrivaient avec une caisse de 24, parce que dans ce temps-là, un 6-pack, t'arrives pas en visite avec un 6-pack ou une bouteille de vin, là. C'était la caisse de la batte 50, là. Et les gens discutaient, puis ils refaisaient le monde, là. Et moi, je trouvais ça cool, comme on s'assoyait dans les escaliers, mettons, comme ici, ben, les gens ne le voient peut-être pas, mais on a des escaliers, puis les gens discutaient plus loin, puis là, tu les écoutes, tu dis, hey, c'est cool, puis t'embarques là-dedans. J'ai été élevé là-dedans. Moi, je vais nager le matin, OK? J'arrive au stade olympique à 5h15. On nage à 6h. Puis ça fait 25 ans qu'on nage ensemble, 3 gars dans le même couloir. On réinvente le monde le matin. On se parle, on se jase. Donc, ce livre-là vient de cette optique-là, de dire, c'est toutes les discussions qu'on a ensemble, bien, je vais en faire un livre de réflexion. Ça aurait pu être, ça aurait pu être changé, puis ça ne serait pas écrit opinion, mais réflexion. Parce que c'est mon opinion, mais je considère que c'est un livre qui est réfléchi. Ouais, t'inventes rien là-dedans. Non, c'est ça. Puis juste pour donner des exemples aux gens, en fait, des sujets qui sont abordés, qu'on n'a pas eu encore l'occasion de parler, le travail au noir, l'abolition des commissions scolaires, les assistés sociaux, la pension alimentaire, privatisation de la SAQ, l'agriculture au Québec. Bien sûr, toi, tu as beaucoup d'opinions là-dessus parce que, bon, tu fais de l'agriculture, tu as des terres. Écoute, je pense qu'un dernier sujet qu'on pourrait discuter qui serait drôle un peu, c'est la légalisation de la marijuana, un enjeu actuel. Oui. Donc, dans le livre, tu dis, tu hausses ce chapitre-là en disant, moi, j'ai pas envie que mon kid, ton jeune, en fait, qui arrive, il va bientôt avoir 18 ans, qui arrive sur l'heure du souper, les yeux tout rouges, complètement défoncés. Puis qui me regarde et dit, hey, père, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu stresses? Ça, c'est le côté père. Puis, oui, j'en ai déjà fumé du pot. Puis oui, s'il y en a un joint, ça se peut que je prenne une puff, ça se peut que j'en prenne pas. Mais là, peux-tu aller chercher le... Non, mais tu sais, pour moi, c'est... Honnêtement, c'est inoffensif. Ça a toujours été inoffensif. On avait des amis en campagne, puis on les appelait les organiques. C'était tout le temps sur le party. Ça fumait des joints depuis toujours. Fait que pour moi, mes parents, non. Mais pour moi, le pot... a jamais créé de problème. J'ai jamais vu des gens dépendants de ça. Mais j'aurais aimé mieux, comme société, qu'on le décriminalise en premier au lieu de le légaliser. Tu sais, qu'on dise un peu comme au Portugal. Je suis allé au Portugal l'année passée. Écoute, tu te fais achaler. La police est à côté. Tu veux de la coke, t'en as. Tu veux du pot, t'en as. C'est décriminalisé. OK? Maintenant, de le légaliser, bien, c'est certain que si c'est légal, bien, mon gars qui va avoir 18 ans, techniquement, il est dans cette génération-là, donc il peut très bien se rouler un joint dans ma face, puis me parler, puis le fumer, puis la vie est belle, là. Ouais. Il s'ouvrirait une bière, j'aurais pas de problème. Mais il y a une différence entre... Ben, pour moi, oui. Ben, l'alcool, ça prend plus de temps avant que ça t'affecte. Puis, tu sais, si je m'en vais quelque part, puis que je m'en vais voir, mettons, ma mère, puis que je me prends 4 shooters de vodka quand j'arrive, elle va me dire, est-ce que ça va, Olivier? Mais non, mais c'est ça. Il y a la même chose. Puis, l'autre jour, j'ai écrit un texte à un moment donné, au mois de septembre l'année passée, qui était Les mères à bout. Et l'autre jour, je vois dans le journal qu'il y a des mères qui disent, moi, pour passer au travers de la journée, je suis obligé de fumer du pot. OK. Là, quand tu es rendu, tu es obligé de fumer du pot pour endurer tes enfants. Bien, peut-être qu'après le premier, tu devrais te dire, tu sais quoi? M'arrêter ça, là, des enfants, c'est pas pour moi. Non, mais c'est correct. C'est correct. Non, mais moi, j'en voulais 2 enfants. J'en voudrais pas 3, j'ai donné. J'en veux pas d'autres. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut se rendre compte que le pot, pour moi, comme une bière, comme le scotch, c'est festif. Mm-hmm. La même chose avec des fleurs. Va pas offrir des fleurs à ta blonde quand tu te chicanes avec. Va offre-lui des fleurs dans un moment de bonheur. Les fleurs doivent représenter le bonheur, ne doivent pas représenter la tristesse. Elle va t'écrisser sur le bord de la tête, je te le jure. Si t'es en maudit après ta blonde puis t'essaies de racheter, là... Parle par expérience, pense ça? Non. Mais c'est parce que c'est comme ça. Pour moi, c'est des éléments de bonheur. S'il y a un joint qui passe, puis je suis en train de travailler, je vais passer mon tour. Mm-hmm. Si c'est samedi soir puis il y a un joint qui passe, moi, peut-être fumer une puff parce que c'est le party, on s'amuse, on est léger, il n'y a pas d'obligation. Bingo, on va être juste plus drôle, on va être bien relax, puis la vie est belle, là. Ça, c'est ça qu'il faut séparer. C'est pas parce que c'est légal
que ça doit être permis en tout temps. Puis c'est ça que les gens séparent moins. C'est pas parce que c'est côté, légal par que ça doit être acceptable socialement en tout temps. Ben non, tu peux pas m'ouvrir, tu peux pas me parler en ce moment puis te rouler ton joint et me le sortir en pleine face alors qu'on est en train de faire une entrevue. On prend un scotch, c'est correct. C'est le Mais concept. C'est dans le nom de l'épisode. Je sais, mais si ça serait joint et domination mondiale, ben là, ça serait un autre concept. Ben tu sais, j'ai un ami qui m'a invité, il dit François, tu es bon cook. Il dit moi j'ai une émission de cook maintenant avec du pot. Il dit viendrais-tu le faire? Je dis ben non, c'est pas accepté socialement encore. Tu sais. C'est pas Ferme la caméra, on va le faire, mais. Non, mais tu sais, c'est comme les recettes pompettes, il a fait la même chose, mais il fume des joints tout le long de son web télé. C'est cool, mais c'est non. drôle. Mais pour un gars qui veut s'en sortir. Mais tu sais, plus de l'autre tard, côté, c'est correct, je suis un père de famille, puis c'est normal que je pense comme ça. D'un autre côté, ben, si c'est pour être légal, arrêtons d'être hypocrite puis faisons de l'argent avec ça. Ouais. On fait de l'argent avec la SAQ, faisons de l'argent avec le cannabis. Acceptons qu'on va faire de l'argent comme société, comme le Colorado en a fait, comme les autres sociétés en ont fait, comme on fait de l'argent avec du casino. S'il y a de l'argent à faire, faisons-en pour payer tous les programmes sociaux qu'on veut avoir. Faisons de l'argent. Et c'est ça qui m'énerve un peu. On a refusé de faire ça. On a refusé de le faire en mode entrepreneurial. Et pourtant, Alain Brunet, j'avais aimé sa réponse à un moment donné parce que le monde avait dit combien de succursales tu vas ouvrir. Il dit, je ne sais pas. On va s'adapter. C'est un nouveau marché pour nous. T'sais? Là, le problème, c'est qu'il manque de. Il y a une pénurie de matières premières. Fait que, on ne peut pas faire de l'argent. Fait que, il y a le côté père, il y a le côté gars qui s'en fout royalement, mais tu ne me fumeras pas un joint en plein dans ma face en travaillant. On m'a dit, va-t'en chez vous. La même chose si on est en plein milieu à 10 h le matin, puis on se parle, on est au bureau, on est en train d'écrire du code ou on est en train de faire quelque chose, si tu fais ouvrir une bière, on m'a dit, Olivier, ça va-tu? Non, mais là, je vais prendre ma voix douce. Est-ce que tu veux parler? Est-ce que ça va, Olivier? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Qu'elle prend congé? Tu sais, à un moment donné, m'a te parler. Ça là. va bien aller. Il faut séparer que ça, c'est un loisir. Ouais. Et oui, il y en a qui en ont besoin pour les douleurs. Parfait. C'est correct. Mais ça reste un loisir, ça reste un fun. Et traitons-le comme ça. Maintenant, on a décidé de légaliser. Faisons de l'argent. Dernier sujet que je veux qu'on aborde, je sais que ça fait comme 3 fois que je dis ça, mais tu as parlé des cryptos à la fin, tu as parlé... Ça, c'est un sujet que j'adore. J'ai fini le livre juste pour me rendre là à cause que je suis pas d'accord avec toi. C'est correct? Le chapitre, c'est le Bitcoin, une arnaque aberrante. Oui. Donc là, il faut que tu m'expliques ta position parce que ça va pas bien. Non. Le Bitcoin, là, il y a 2 choses. Il y a le minage, donc le blockchain, et la monnaie en tant que telle. J'ai pas les chiffres par cœur, là, mais sur 1500 nouvelles émissions de monnaie en 2017, 2018. Les ICO. Oui, des ICO. Il y en avait comme 1300 de frauduleuses. Toi, tu peux te partir une monnaie aujourd'hui. Moi, je peux me partir une monnaie. On peut tous se partir une monnaie. Et non seulement ça, c'est que c'est le même white paper qui était redistribué avec des photos qui venaient de... Juste qu'on explique aux gens, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des compagnies, qu'est-ce qu'ils font pour se financer, c'est qu'ils disent aux gens, achetez-nous des coins avec la valeur spéculative qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossit, ben, l'argent, c'est un peu comme une façon d'acheter des stocks. C'est intéressant, exactement. Puis c'est un marché qui est intéressant pour des petites compagnies si c'était bien géré. Bon, le problème, OK, c'est que comme toutes les choses qui débutent, OK, tu as la rapace qui commence. Et moi, j'ai vécu les pink sheets. Les pink sheets, là, c'est le loup de Wall Street. Ouais. Je les ai vécus. J'en ai acheté des pink sheets. OK? J'ai investi dans une compagnie d'autruches. OK? L'autruche, l'élevage du futur, mon ami. OK? Je me suis fait fourrer ben raide. J'ai acheté 3X. OK? Où ce qui saupoudrait de l'or. Il y a un film, Gold Rush, je pense, qui s'appelle. OK? Moi, je les ai connus. J'ai été tenter le terrain dans le passé et je me suis brûlé avec ces niaiseries-là. Ouais. Et là, je vois le blockchain arriver, je fais comme même affaire. Et qui recommande ça au tout début? Ton foutu beau-frère. Moi, j'en ai pas beaucoup de beaux-frères, là. Mais c'est tous les beaux-frères, ton plombier, ton électricien. Il n'y a pas un foutu courtier en valeur mobilière qui recommande le Bitcoin. Et encore là, tout le monde connaît quelqu'un qui a payé 5 cents son Bitcoin puis ça vaut 19 000. Ouais. Ça n'existe pas, OK? Ceux qui l'ont acheté à 19 000, là, ils broient en esti aujourd'hui puis ils n'en parlent pas. Ils sont pas là pour en parler, ils sont gênés en tabarnouche.
Moi, des stocks, quand je me pète la gueule, là, OK? Je me vante pas. Mais quand je réussis un coup, je me vante en tabarnouche, puis c'est normal. Donc, moi, le Bitcoin, là, je vois pas à quoi ça sert. C'est pas la monnaie du futur. Moi, je voyage dans le monde, OK? Je voyage avec quoi? Avec mon téléphone, avec ma carte Visa ou American Express. That's it. Je demande même plus d'argent. Je suis allé en Norvège, je demande pas d'argent. Je sais même pas, je sais que c'est la Crown, là. Je sais même pas il ressemble à quoi le papier. J'ai jamais transigé de l'argent comptant. Je me prends au Mexique, c'est la même chose. Je vais au Liban, la même affaire. J'ai pas d'argent sur moi. Je n'ai plus d'argent sur moi. J'ai pas besoin d'un Bitcoin. Puis, by the way, est sécure, mon argent. Je m'en fous, mais c'est quoi la valeur de ça? Au pire, tu te fais frauder, tu appelles Visa, tu dis, gars, c'est pas moi. OK, parfait, tu te l'enlèves. Tu es déjà sécurisé. C'est eux autres qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Donc, en affaires, si on veut réussir, il faut trouver une solution à un problème. Le Bitcoin est un problème, une solution. OK? Ça n'existe. Il n'y a pas de problème avec la sécurité de l'argent. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau de la sécurité de l'argent. Moi, honnêtement, je trouve que la plateforme qui a le plus intéressante, c'est Ethereum, à cause que ça permet de faire des contrats intelligents et ça permet de faire des redistributions financières lors de la transaction. Oui. Puis ce qui est intéressant avec le Bitcoin, puis avec l'Ethereum, puis avec toutes ces autres cryptocurrencies-là, c'est que dans ta transaction, tu as les méta-informations de cette transaction-là. Fait que imagine aller à l'épicerie et puis oublie ça, là, les factures papier, ça n'existe plus à cause que la transaction en tant que telle est ta facture. Et les taxes sont prises en même la transaction, sont payées au gouvernement directement. Oui. De tes payes, tes impôts sont payés à partir de tes payes. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a quelque chose à faire avec le blockchain. En fait, c'est juste que je ne veux plus faire ma comptabilité. Fait que je suis vraiment... Oui, mais je te comprends. Problème. Mais il y a quelque chose à faire avec tout ça. Où est-ce que ça va aller? On ne le sait pas en ce moment. Puis le danger, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui pensent qu'ils vont se rendre millionnaires parce qu'ils ont entendu un cas. Et c'est pour ça que... Puis même le loup de Wall Street, Bedford, le dit en ce moment que allez pas jouer là-dedans, il y a trop de fraudeurs. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient avec le blockchain. D'ailleurs, je l'ai regardé aujourd'hui, Bitcoin. Ça fait longtemps que je ne le regarde pas parce que si c'est un sujet sensible, là, j'ai juste à écrire sur ma page Facebook. Bitcoin. Pour toi, parce que puis je le marque des fois dans mes statuts, puis le monde part à rire. Il dit, je savais que tu étais pour plugger Bitcoin là-dedans. By the way, là, on va faire juste une petite mise au point. J'aurais aimé ça de l'acheter à 500. OK? J'aurais aimé ça, moi aussi, le vendre à 5000. Je l'aurais probablement vendu à 10 cents, by the way. OK? J'ai pas cette patience-là. J'aurais aimé ça, tout profiter. La réalité, c'est que j'en ai pas profité, puis je suis pas jaloux. Mais quand je regarde la volatilité. L'année passée, avec BoostMe, il y a quelqu'un qui nous appelle, tu prends-tu le Bitcoin? Puis un de mes partenaires, il me dit, hey, devrait prendre le Bitcoin. Je dis, Yves, pourquoi on va prendre le Bitcoin? Ça vaut 3000, ça peut valoir 1500. Si on ne l'encaisse pas tout de suite, ça marche pas. C'est trop volatile. Faut que tu l'encaisses au fur et à mesure. Puis là, après ça, j'ai eu une discussion à un moment donné avec cryptomonnaie.ca, je pense que c'est un site. La fille, elle me dit, oui, mais ça sert dans les pays très pauvres, le Bitcoin. Je dis, attends un peu. Parce que pour acheter du Bitcoin à monnaie, il faut que tu mettes une vraie monnaie. Ouais. Donc, tu vas me dire qu'eux n'ont pas de banque, donc ils prennent de l'argent cash, qui était au noir, et là, ils l'emmènent en Bitcoin. Puis après ça s'en va dans le nuage, et c'est de l'argent sale. J'ai dit, il n'y a pas de solution. Ce que tu me dis, c'est qu'en ce moment, ça sert beaucoup à l'argent sale. Ça sert... Je pense que l'argument, c'est beaucoup plus au niveau de... Mettons, tu prends le Venezuela, où tu as de l'hyperinflation, puis les gens veulent protéger. Oui, mais le Bitcoin, il fluctue. Regarde, le Bitcoin, en ce moment, je l'ai regardé tantôt, il est à 4100. Ouais. Il est à 3300 il y a un mois. Donc, je ne le suis plus à tous les jours. Puis d'ailleurs, je vais probablement faire un statut demain là-dessus pour dire... Hey, il a monté à 4100. Comment ça, vous ne m'avez pas averti? Ça se peut même que je le fasse en sortant. Mais je pense que le conseil qu'on peut dire mettons, à tout le monde qui est intéressé envers les cryptos, faire du penny stock trading, comme les pink sheets un peu avec le loup de Wall Street, ce genre de choses-là, puis shorter des stocks en penny stock, je pense que c'est même plus légal à cette heure. C'est la même chose qu'investir dans des altcoins qu'on appelle, qui sont tout ce qui n'est pas du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Dogecoin, toutes les autres touchées par ça avec une perche. Vous allez perdre votre argent. Mais sauf que, tu sais, comme avec le blockchain, les données de minage, moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai fait quelques sorties pour dire à Hydro-Québec, come on a de l'électricité gratuite, là. Okay? Là, regarde, il y a de l'argent à faire avec ça. Ouais. On ne sait pas c'est quoi le marché,
Mais il y a des grands pays qui s'organisent. L'Irlande est là-dessus solide. Mais là, à un moment donné, il y a eu tellement de fraude que même la Norvège a dit non, nous autres, l'électricité ne coûte pas cher ici, mais on n'en veut pas. Ouais. Donc, j'étais un peu perplexe parce que je me dis, OK, il y a de l'argent à faire, mais en ce moment, c'est de Pour l'argent au Québec, sale. c'est de l'argent gratuit. Ben, parce que, tu sais, Puis Hydro-Québec. encore une fois, c'est relatif. Mais non, mais, tu sais, Hydro-Québec pourrait très bien dire, OK? Nous, là, on va vous parquer dans le nord. Ouais. OK? On ne va pas construire des nouvelles lignes pour vous autres, là. Vous allez vous parquer à côté du barrage. OK? On va donner un petit fil entre les deux places, là. Un gros fil. Mais... Un gros fil, là. Mais vous allez vous parquer dans le nord. On va creuser des mines des roches. vous avez les surplus. Achetez les surplus. Puis, même pas, c'est parce que l'hydroélectricité n'est pas... on ne l'emmagasine pas. Exact. Donc, elle est gaspillée. Les turbines roulent. Au pire, ils ouvrent l'eau ou non, mais on en jette de l'électricité, tout simplement, parce qu'on ne peut pas la stocker. De toute façon, les centres de données sont obligés d'avoir un backup au diesel ou whatever électrique pour pas que ça tombe. Donc, on pourrait très bien dire au Québec, c'est quoi? Dans les périodes creuses, là, vous avez des tarifs préférentiels. Vous, dans les périodes entre 5 heures et 8 heures le soir, bien, on vous limite dans les bitcoins. Vous voulez en avoir plus? Payez plus ou roulez sur le diesel ou roulez tout simplement pas dans ces périodes-là. Puis le reste du temps, on va vous la donner, l'électricité presque. On va faire de l'argent comme société, mais on est trop cave au Québec pour même faire ça. Ouais. Moi, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai capoté. C'est que le blockchain, allez comprendre le Bitcoin va servir à quoi vraiment. Personne ne le sait aujourd'hui. Puis même le plus grand des spécialistes me dit c'est la monnaie du futur. Non, la monnaie du futur, là, elle est là. Puis, by the way, Apple a annoncé la semaine passée la monnaie du futur. OK? J'ai pas suivi ça. Bien, Apple vient de lancer une carte de crédit, puis ils vont donner des cashbacks puis des cash points. Puis maintenant, quand tu vas faire des transactions sur la carte de crédit d'Apple, tu vas ramasser de l'argent. Apple. Apple. Ça va tout un Mac, toi. Ouais. Mais ils viennent de dominer une partie. Les bourgeoises. Je sais. Mais ils viennent de dominer une partie des gens. La monnaie du futur, là, c'est ton téléphone. On s'en fout, c'est quoi la transaction en arrière? C'est quoi? C'est-tu du US, du Canada? C'est rendu irrelevant. On n'est plus là. Il y a quelque chose à faire avec la blockchain et moi, j'investirais dans le blockchain. Ouais. Cependant, encore là, quand j'ai un ami, pas un ami, une connaissance, un esti, OK? J'espère qu'il écoute, là, un esti de fatigant. OK? Non, mais une tâche, OK? Je lui dis non. Non, mais il m'énerve. Non, mais lui, là, c'est un nouveau riche du Bitcoin. Il y en a des nouveaux riches là-dedans. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Et c'est correct, là. J'étais un nouveau riche, moi aussi. Mais là, à un moment donné, tu m'énerves. Je te dis que ça ne m'intéresse pas d'investir. Puis lui m'appelle. François, je veux te rencontrer pour être ami avec toi. Je veux bonder avec toi. Ah, misère. Je dis non, ça me tente pas. T'es pas mon ami. J'ai pas le temps pour moi. J'ai pas le temps d'aller manger avec des gens que j'ai pas d'affinité, là. Tu sais? Fait que je dis non. Il me rasseye une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Là, à un moment donné, j'ai dit hey, j'investirai pas. Quand même que tu marcelles, c'est pas normal que tu marcelles pour que j'investisse. Là. C'est que t'as pas une foutue personne qui est intéressée. Ça m'intéresse pas. Tant mieux si tu vas faire de l'argent. Je suis pas envieux. Faisant de l'argent, faisant faire quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas de dealer avec toi. Parce que moi, mes partenaires, c'est mes amis. Et lui, je le vois pas comme un ami. Puis je le vois pas, le futur encore. Je suis pas capable de le voir, le futur du blockchain. J'aime ça investir dans quelque chose que je vois où je m'en vais. Et si je le vois puis je suis capable de l'influencer, là, c'est pour moi. Je le vois, le futur de la Roadside Assistance avec BoostMe. Peut-être que je vais me tromper, moi, le savoir dans 7 ans. Mais en ce moment, je le vois que nous, on est sur à la bonne place. Le blockchain, je ne sais pas où la bonne place. Je pense qu'un des éléments importants, parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre justement les cryptos et la blockchain, la technologie qui fait en sorte qu'on prend un problème complexe. Mais polluante en même temps. Pas nécessairement, à cause que la façon dont ça fonctionne, le Bitcoin... Oui, mais attends un peu, Olivier, elle est polluante. Pourquoi? Parce que des pays comme le Québec, où on a l'électricité verte, on n'en fait presque pas. C'est alimenté par des usines au charbon en Chine puis en Corée, parce que c'est là qu'il y a énormément... C'est parce que le Bitcoin fonctionne sur un modèle de Proof of Work. Oui. Alors que tu as d'autres modèles de crypto qui fonctionnent sur des modèles de Proof of Stake. Pas le steak de la bouffe que tu manges, là, mais le steak que tu mets quelque chose en jeu. Fait que l'idée, c'est soit que tu mets, mettons, 4000 $ d'électricité pour justifier ton Bitcoin, ou tu mets 4000 $ de ta propre argent pour justifier cette transaction-là. Fait que il y a différents modèles autres que de miner avec l'électricité. Bien sûr, miner avec l'électricité, je pense que c'est un modèle qui a quand même du sens à cause que c'est une ressource qu'il
il y a juste un accroissement maximal annuel qu'on est capable d'aller chercher avec ça. Mais peu importe, c'est pas ça le point que je voulais amener. C'est que le problème présentement qu'on a en Chine, mettons, un exemple, c'est la censure. La censure d'Internet. Le fait que tu as des pays comme la Corée du Nord, des pays comme l'Iran, qui sont capables de contrôler avec beaucoup, beaucoup de précision qu'est-ce que les gens ont le droit de voir, qu'est-ce qu'ils ont le droit de consommer. Et le fait d'aller chercher un Internet, un nouvel Internet qui va être propulsé par la technologie du blockchain, va permettre d'empêcher de façon complètement catégorique à n'importe quel gouvernement de faire la censure de ce marché-là, à cause qu'il faut absolument posséder 51% soit de la puissance de computing, soit des acquis si on est dans un proof of stake, pour être capable d'influencer ou de fausser une de ces données-là. Ça, je pense que c'est intéressant. Ça, je pense que ça a beaucoup de futur. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on ne connaît pas le futur. Et ceux qui le connaissent, qui pensent le connaître, vont faire énormément d'argent. Ceux qui pensent qu'ils le connaissent, puis qui se font dire par leur beau-frère qu'eux autres connaissent ça, ils vont perdre énormément d'argent. C'est que là-dedans, là, il va y avoir des grands gagnants et des grands perdants. C'est ça. Mais comme dans n'importe quelle peut-être que révolution... je vieillis, peut-être. Tu sais, malgré que je pense que j'ai 22 ans dans ma tête, j'ai 51 ans. Et moi, je suis plus du genre, regarde, laissons le terrain, puisque j'ai été brûlé 2 fois avec la ruée vers l'or avec Bre-X, avec les pink sheets du temps du loup de Wall Street, je suis plus du genre à dire aux gens, laissez le terrain là, s'épurer, puis ce qu'il y a dans 5, 6, 7 ans, on va voir c'est quoi le vrai marché. Vous rentrerez à ce moment-là lorsque ça va être un vrai marché. Il va y avoir quelque chose avec ça. Ouais. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Tu sais, l'économie de partage, on regarde la même chose. L'économie de partage n'existait pas il y a 10 ans. Là, l'économie de partage, elle a Uber, Lyft. Lyft, qui est, bon, en date qu'on se parle aujourd'hui, était sur le marché aujourd'hui à une évaluation de 28 milliards. C'est la première entreprise de l'économie de marché là, qui rentre sur le marché boursier. Donc là, il va y avoir Uber qui va embarquer sur le marché boursier. Il va y avoir Airbnb, il va y avoir Toro, il va peut-être avoir BoostMe éventuellement. Donc, on est au début, mais on ne savait pas c'est quoi la valorisation. Là, on le sait. Lyft, ça vaut 28 milliards. Donc, Uber va arriver avec 80 milliards. Donc, c'est des choses qu'on sait maintenant alors que c'était des inconnus il y a quelques années. En même temps, on pense qu'on sait, mais tu sais, comme quand Facebook est rentré sur le marché, l'action était à 50. Elle droppait à 7, elle montait à 125. Oui. Parce qu'on est sceptique aussi de la valeur potentielle de ce genre de... Mais ils ont prouvé. Ils ont prouvé, avec les revenus. Écoute, en fond, les revenus. D'ailleurs, il y a un chapitre justement dans ton livre sur les données confidentielles des gens qui sont vendus, qui sont monétisés. Mais écoute, ça fait un bon podcast. Je pense que les gens vont... Merci, Olivier. Je pense qu'ils vont aimer ça. C'était super le fun de te recevoir. Je suis content que tu aies pris le fun de venir te voir, oui. Puis écoute, cheers. Cheers. Bonne chance pour le succès avec ton livre, BoostMe également. Merci. Si jamais tu sors en politique, t'as mon vote. Je vais attendre encore 4 ans. Et si dans 4 ans, je passe mon tour pour le restant de mes jours. La réalité, là, la vraie réalité, on peut terminer là-dessus, là, c'est que j'ai toujours voulu me garder actif tant que j'avais des enfants à la maison. Quand ils ne seront plus à la maison, là, peut-être ça va me tenter d'être un snowbird. C'est le fun l'hiver, voyager en Floride. Misère. Non, mais... Moi, dire la réalité, là. Parce que c'est pas ce qu'on pense. Ben, non, mais je l'ai vécu une année, là. Oui. Right? Ce qui se passe, c'est que tu t'en vas à... Mais, moi, je vais parler à tous ceux qui veulent être des nomades digitales, là, qui veulent se promener dans le sud avec leur laptop. Là. Premièrement, quand tu arrives sur la plage avec ton laptop, c'est vraiment pas une bonne idée parce que de un, le soleil est trop fort, tu vois rien sur ton écran. De deux, il y a du sable qui va rentrer dans ton ordi. Non, je veux pas être sur la plage. Je veux aller vivre. Puis là, t'es là, sur la plage, t'es en train de te prendre une margarita. Puis là, dans les pays de plage, ça coûte pas cher l'alcool. Fait que ta margarita est vraiment forte. T'en prends 2. Puis là, t'es vraiment sous. Non, tu deviens alcoolique. Puis là, tu t'endors sur la plage. Puis là, tu te réveilles à 6 heures, t'es tout rouge, tu rentres à ton condo. Puis là, t'es plein de coups de soleil à grandeur. Le lendemain, t'es hangover, tu peux pas sortir. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas une vie, François. Olivier, fais pas ça. Il y a une année, j'avais une blonde que sa famille avait des maisons là-bas. Ouais. Donc, ils habitaient là-bas l'hiver. OK? Et une semaine, j'avais mes garçons une semaine sur 2 dans ce temps-là. Maintenant, je les ai à temps plein. Puis, j'y allais une semaine sur 2 là-bas. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, asti, c'est le fun en tabarnouche. J'allais travailler, là. Je faisais ma radio de là-bas. Je travaillais dans une maison. Internet n'est pas vite, hein? Bon, oui, bien, où est-ce qu'on était? Ça a l'air qu'ils ont du budget. C'est sûr qu'on va pas aux mêmes places, hein? C'est ça. Non, mais j'avais du fun, puis ça se peut que, quand je vais approcher à la soixantaine, que ça se peut que ça me tente d'avoir ce style de vie-là. Tu vas faire comme... Comment il s'appelle le gars qui est Virgin là, avec Necker Island? Je suis pas assez riche pour m'acheter. Je suis pas dans les milliards, moi. Tu regarderas, c'est vraiment intéressant. Il a acheté son île 300 000.
Oui. 300 000 pounds. C'est un méchant deal qu'il y a eu. Parce que lui non plus, il n'avait pas les moyens de s'acheter. Mais tu sais, je ne sais pas si je vais un jour me lancer en politique. Ça me tenterait, mais en même temps, ce qui a toujours drivé depuis que je suis jeune, c'est d'avoir la liberté. Liberté financière, liberté de parole. J'ai la liberté financière, j'ai la liberté de parole. Et pour moi, c'est les deux choses les plus importantes. Je peux écrire ce que je veux sur Facebook. Je ne vais jamais dans l'insulte parce que c'est pas moi, naturellement, mais j'écris ce que je veux. Je peux arrêter de travailler demain matin, mais je continue à travailler parce que j'ai le goût de continuer à travailler. Et là, je vais me ramasser en politique où la liberté n'existe plus. La liberté de ton temps n'existe plus. Tu as un horaire chargé à bloc. Pas sûr que ça me tente, je sais pas. Mais en même temps, c'est d'aller faire une différence. Ouais. Et si on peut faire une différence, ben moi, j'irai là pour changer le monde. Comme là, j'ai accepté de me lancer dans l'élevage du lapin. Ben moi, je veux changer l'élevage du lapin au Québec. Sinon, je vais tout abandonner ça dans 5 ans là, si je ne change pas rien. Là. Fait que, on va voir. On va voir. Cool. Cool. Parfait. Ben écoute, je ne sais pas comment mieux finir ça. Merci encore beaucoup. Merci Olivier. Toujours un plaisir de te rencontrer. Procurer son livre. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Mon opinion non censurée sur 30 enjeux québécois actuels. Excellent livre. Ça m'a pris 2 jours le lire. Il se lit très, très bien. Puis, il est le fun. Fait que, allez lire.